Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Et une fois n'est pas coutume, encore une fois, bah nous, du coup la phrase elle veut rien dire. C'est pas grave. J'ai l'impression plutôt, comme d'habitude, nous avons un membre de l'équipage en moins, à savoir cette fois-ci Étagère, qui a troqué sa place pour Mage. Bonjour Mage. Et oui, parce que finalement, ça marche mieux qu'on est trois, c'est ça? Mais non, c'est pas- C'est la note que Alors- tu nous envoyais. On doit jamais être là à 4. Non, c'est pas vrai. Je n'ai jamais dit ça. Là, cette fois, c'est Étagère qui s'est rendu compte que il y avait quelqu'un qui devait nettoyer sa VMC dans son appartement et présence obligatoire. Ce que je trouve absolument terrible parce que ça sous-entendrait qu'il y a des gens qui ne travaillent, enfin, ils partent du principe que les gens sont tout le temps chez eux. Bah, après, j'ai vu qu'il m'a dit qu'il y avait un message depuis un moment, donc ça fait partie des. Oui, mais enfin, tu mets pas un message, même si le message est là depuis un petit moment, le mec il partait du principe quand même que il y avait forcément quelqu'un chez eux, peu importe ce qui se passe, et vous avez qu'à dire si vous êtes au boulot ou pas, quoi. Oui, Oui. mais tu sais, c'est le même problème que des rendez-vous extrêmement importants administratifs. En mode, tu dois absolument être là pendant les heures de travail. C'est-à-dire que Oui. tu dois rater la matinée de travail pour aller, je sais pas Ouais, moi, Moi, faire une demande de révision de ton terrain ou un truc comme ça, quoi. moi, ce qui me choque, c'est qu'il y ait des gens qui viennent nettoyer la VMC alors qu'ils pourraient le faire tout seul, finalement. Oui, mais écoute, Je veux c'est dire, bien, on est ça où, fait là partie des charges, comme ça au moins c'est fait, et t'es sûr au moins que c'est fait. On va pas C'est débattre vrai, le podcast, de la il VMC part sur des d'Étagère. VMC. Alors, les VMC, pour ceux qui savent pas, hein, c'est les trucs qui permettent, on va dire, de prendre l'air et de l'envoyer dehors, comme on dit. On va Surtout faire que circuler on n'a l'air. même pas dit bonjour Elena, Oui, c'est vrai, je suis même désolé. Je suis pas là. alors que c'est elle qui est tout le temps là. Même quand moi je suis pas là, elle est là. Oui. Non, ça t'est arrivé 2 fois d'être absente quand on devait faire garder le petit et que la nounou elle était absente. Exactement. Mais du coup, quand t'es pas là, moi, je suis toujours là. C'est vrai, toujours au poste. Cette semaine, on va peut-être commencer direct et embrayer sur le bilan de la semaine en termes de production vidéo. Encore une fois, il y a beaucoup de choses, hein. Quand on regarde le passé de ce qui a été produit et qu'on fait cet effort-là de vous montrer ce qui a été fait en termes de vidéo, waouh, quand même, en vrai, c'est plutôt Mais on vénère. charbonne, on s'arrête jamais. 4. Difficultés absurdes du jeu vidéo, la vidéo Iconoclast qui est sortie cette semaine, écrite par notre très cher étagère national qui n'est pas présent, qui vous Merci. parle en fait de difficultés absurdes mais satisfaisantes, c'est-à-dire que c'est vraiment très 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 dur, mais c'est vraiment très 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 bien. Et on n'est pas souvent Ça fait plaisir. à ce point-là de dire que des difficultés c'est bien. Moi je suis plutôt team si ça me fait chier je passe en facile et puis je profite de l'histoire. Mais là, en l'occurrence, je suis tout à fait d'accord avec ce top-là qui a été présenté. Il y a du Hades, il y a du Dead Space, il y a du Dodonpachi, même si je serais un petit peu plus mesuré sur Dodonpachi, et il y a du Guitar Hero. Allez faire un tour, c'est disponible sur Iconoclast. Sur Singe Pourpre, on a été un peu moins vénère, mais quand même plutôt pas mal. Bon, il y a Ouais, quand même enfin, 2 tests. On était vénère il y a 2 semaines quand on en a fait 3. Oui. Quelle idée. Là, en soi. on est déjà à 2 fois plus que ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire 2 Bravo. au Oui. lieu de 1. Je crois que ça va devenir petit à petit un peu une Alors, au norme. moment où on tourne, ça n'est pas encore sorti, mais ça va arriver normalement au moment où le podcast il sort. Vous avez un test de Kirby Returns to Dreamlands qui a débarqué par Étagère. J'en parlerai un petit peu plus en détail dans le à quoi on a joué cette semaine après. Et vous avez également, enfin, je peux en parler, il était temps, mais pareil, j'en parlerai plus en détail, mais cette fois dans une news à proprement parler. Vous avez la preview de Final Fantasy XVI. Parce que quand je suis parti à Londres, quand j'étais absent, c'était pour tester Final Fantasy XVI. Moi, pendant que vous étiez là en train de faire des Blast News, je m'amusais sur le prochain jeu de Square Enix avec mon pote Yoshipi. C'est pas ton pote, c'est pas vrai. Si c'est mon pote Non, maintenant, non, parce c'est que écrit. Si c'était vraiment ton C'est mon pote, nouvel... mais mon t'aurais nouveau- réussi à lui faire des dédicaces. Si, il a dit qu'il voulait rentrer dans Iconoblast et qu'il allait faire des vidéos avec nous. Il voulait C'est faire pas des vrai. jeux avec Il a nous dit aussi. je veux bien remplacer Mage. Je pense qu'il a pas dit ça. Il Je a- pense qu'il a dit un truc du genre, Mage, il est stylé, quand il veut. Mais je crois pas qu'il veuille me remplacer. Non, il a dit qu'il veut bosser avec moi par contre. Hein. Il Ah. a dit trop bien, vous avez Retsuko qui vient de temps en temps. Moi aussi j'adore les chiens. Puis de manière j'ai toujours voulu vivre en France. Il a dit des trucs comme ça, à peu près, c'est approximatif. Ah non, c'était vraiment ça. Ah, bah, d'accord. En Bah, plus, vous avez du café en capsule chez vous, c'est Il y en vraiment a trop même bien. pas. Il y en a même pas dans les locaux de Square Enix. Non, il a. Ça va un peu loin là. Donc oui, c'est à retrouver. Évidemment, on a décliné tout ça en format TikTok sur Instagram et sur TikTok, en format TikTok et
en format Instagram avec des slides. Donc pareil sur Singe Pourpre, vous avez accès à un opening du kit presse de Kirby, parce que j'en ai reçu un, que j'ai essayé de monter directement avec l'application TikTok, la preview de FF16. Vous aurez également un TikTok de Kirby avec étagère et un TikTok de Larcine Laser par Brandon, qui fait son entrée sur le TikTok de Singe Pourpre. Sur Iconoclast, pareil, on a adapté nos vidéos en format un petit peu plus court, avec les open world tout petits, avec l'apparition de Bully, on dit Bully, le boss le plus dur du monde avec Dodon Pachi, qu'Étagère nous avait fait, les arnaques du jeu vidéo sur Identity et le pire jeu vidéo Pokémon. Tout ça, c'est disponible sur le TikTok Iconoclast et le TikTok Singe Pourpre, qui sont deux TikTok fondamentalement différents. Abonnez-vous, ça nous rapporte de l'argent, et c'est important pour la santé financière de tout le monde. Je m'attendais pas à cette chute, mais je l'accepte. Non, mais est-ce que c'est honteux de dire qu'on est parti sur TikTok parce que justement il y avait besoin de diversifier nos activités? Est-ce que t'es en train de me dire, là, devant tout le monde, devant toute la France, que on a besoin d'argent pour faire tourner la société? Oui, et pour te payer. Oh non! Je croyais que c'était de l'argent magique, j'arrêtais pas d'en parler à ma proprio depuis quelques mois. Ah non, mais tu sais, quand j'éternue, ce ne sont pas des billets qui sortent, c'est vraiment de la morve. T'es sûr, à chaque fois que tu t'es levé de ta chaise, il y avait une pièce de 2 euros. Et je suis sûr que ça va Je bien. n'éternue pas du fognon, par contre j'en chie. Non, mais c'est vrai. Alors, on doit se diversifier, c'est important. Mais c'est aussi pour avoir une petite liberté en soi. Oui, bien sûr, mais après, bon, ça reste un format rigolo à faire. C'est juste extrêmement fatigant et qu'on a eu du mal la semaine dernière à tenir le rythme pour pouvoir tout produire. Mais là, ça commence à aller un petit peu mieux, surtout qu'il y a tout le monde qui apparaît, et moi ça me fait plaisir de vous voir apparaître, notamment sur Singe Pourpre pour... De vous voir apparaître. Ouais, enfin tel aujourd'hui, Étagère, Sangoku. elle est pas apparue. Aujourd'hui, Étagère n'est pas encore apparu, c'est vrai. Il y aura Brandon, mais il y aura pas... Si, il est apparu sur le Non, TikTok. là, il est pas là, il est pas apparu. Ah, Merci Elena, très bien. De rien. ça sera coupé. Petit Oh. point abonnement. Aujourd'hui, nous avons perdu des contributeurs et des contributrices par rapport à la semaine dernière, mais c'est normal. On est sur un nouveau mois, le mois de mars aujourd'hui, et bah vous n'êtes pas forcément dans une logique de, on va dire, tous les mois à revenir, ce qui est tout à fait normal, ce qui fait qu'il y a des abonnements qui prennent fin. Nous sommes aujourd'hui à 167 contributeurs et contributrices. Merci énormément pour votre soutien, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, on va commencer par les commentaires du précédent podcast disponible sur le Discord, qui fait partie des contreparties que vous pouvez accéder si vous êtes abonné au Patreon Iconoclast. Elena, tu as sélectionné quelques commentaires? Tout à fait. On a Rising Sunlight qui nous dit « Je viens de finir le précédent podcast. Comme à l'accoutumée, il est très cool. Cependant, mais vous êtes malade? Par quelle sorcellerie les news étaient aussi courtes? Vraiment, la plus longue a dû faire 10 minutes, je crois, mais on en a eu beaucoup. Multiversus, sa fin était prévisible. Octopath Traveler 2, je suis un peu déçu que le souci ait impéré. Mais le moment préféré du podcast pour moi reste la news sur Lego. Mais ils ont vraiment pas réfléchi. Merci beaucoup encore pour ce podcast. » Moi, j'aimerais rebondir un peu déjà sur Octopath Traveler 2, on en reparlera un petit peu après quand j'en serai à quoi vous avez joué, parce que j'ai continué là-dessus. Mais sachez qu'on a réfléchi un petit peu à ce nouveau format-là sur les Blast News pour éviter les news en bref, parce qu'on trouvait que les news en bref étaient un petit peu trop longues, je me souviens, à l'époque, par rapport à toutes les news. Et on s'était dit, bah écoutez, si on les diluait peut-être dans toutes les actualités, quitte à ce que ce soit un petit peu court. Alors moi, je sais pas ce que vous en avez pensé tous les deux je sais pas si t'as écouté le précédent podcast, Mage. Non. Ah bah bravo, c'est du propre. Ah. Mais je trouve que ça rythme. Toi qui fais le montage du podcast, Elena, moi je trouve que ça rythme bien. Moi j'ai bien aimé, c'était rigolo, surtout j'ai trouvé quand même un record la news avec le jingle qui dure moins d'1 minute. Ça c'était très très cool. Ça choque un peu. Moi j'ai bien aimé, ça relance l'attention à chaque fois. Mais oui. Par contre, moi j'ai trouvé ça amusant. Heureusement que cette fois il y a le bon équilibrage son qui a été trouvé, parce que si on se faisait flinguer les oreilles à chaque fois qu'il y a le générique, c'est vrai que ça aurait pu être un peu problématique. C'est bon, je m'améliore un peu quand même. C'est bien. On a Waze qui dit « J'ai joué pas mal à Octopath Traveler 2 et je rejoins Echo sur les histoires décorrélées les unes des autres et surtout le fait de pas pouvoir enchaîner une histoire. Déjà que les persos font comme s'ils sont seuls dans leur histoire respective, ben ça détruit l'immersion, mais bon, soit. Mais le fait de devoir farmer les autres histoires pour avancer dans celle qui t'intéresse, ça c'est insupportable. Je fais l'introduction de Ikari, le samouraï, c'est ultra épique, t'as trop envie de savoir la suite, mais non, tu dois voir l'introduction Osef de la danseuse par exemple. Enfin, personnellement, les histoires sont assez inégales, certaines sont beaucoup plus intéressantes que d'autres, et le fait de jongler de l'une à l'autre me gonfle.
J'aurais préféré que le jeu monte de niveau requis à chaque chapitre réussi, peu importe le personnage. Franchement, quand ils ont annoncé Octopath Traveler 2, j'étais persuadée qu'ils allaient lier beaucoup plus les histoires principales et pas juste faire les scénarios annexes liés, d'autant plus qu'en effet le gameplay est excellent. C'est dommage. Je suis d'accord, vu que c'est moi qui ai lancé le truc. Après, moi, ça me rassure un petit peu, au moins, même si on est sur un prisme très restreint de personnes qui peuvent commenter, etc. Deux. Mais toi et lui. ça me rassure, je suis pas fou, quoi. Non, parce que je te jure que sur Twitter ou quand j'ai balancé ce genre de choses, faudra que je prenne la température avec le test, parce que je ferai un test, hein, je veux le finir. Je vais me faire du mal. J'ai eu peur, j'ai cru que t'allais prendre la température sur Twitter et là j'ai fait. Non. Oh là. On a dit, on laisse tomber Twitter, on a dit. Non, mais je vois beaucoup de personnes qui sont enthousiastes en fait avec ce jeu parce qu'ils ont joué 2 ou 3 heures et ils se disent ah ouais Gotti, l'histoire trop bien, etc. Sauf qu'en 2-3 heures, t'as le temps de faire 2 chapitres. Tu t'es pas farci les 8 chapitres et tu vois pas en fait comment est-ce que fonctionne au global le jeu. Et je m'étais dit mais putain, mais c'est moi qui ai un problème ou quoi. Bon, j'y reviendrai dans à quoi j'ai joué parce que j'aimerais quand même mesurer mes propos parce que c'est vrai que vu de loin on peut avoir l'impression que c'est de la merde mais c'est pas le cas, très très loin d'être le cas. Mais c'est vrai que venant d'Octopath Traveler 1 que t'avais toi aussi joué d'ailleurs sur Xbox quand il était dispo sur le Game Pass. J'avais commencé à y jouer mais c'est une expérience un peu longue. Ouais. Et franchement si je suis pas dans le bon contexte il faut que j'ai les 50 heures devant moi à lâcher. Et là je les avais pas à l'époque donc je les aurais pas pour le 2 non plus je pense. Peut-être un jour si je suis malade. Bonne maladie, d'une bonne semaine, là j'irai. Le 2 est mieux que le 1 de toute manière. Ouais. Je trouve les histoires mieux écrites que le 1, mais il a toujours ce problème fondamental au niveau de l'histoire. Et ouais, je trouve c'est... En fait, faut vraiment retenir que la semaine dernière, quand j'ai parlé d'Octopath Traveler 2, vous aviez eu la voix de quelqu'un qui a beaucoup apprécié le 1 et qui a placé énormément d'espoir dans ce que le 2 pourrait être s'il gommait ce principal problème, qui était un problème reconnu, hein, je ne l'invente pas, c'était l'essentiel des critiques et des joueurs qui avaient joué au jeu, ce qu'ils critiquaient, c'était ce morcellement de l'histoire-là. Donc, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, et je trouve que c'était légitime d'attendre que ce soit gommé au maximum. En l'occurrence, ce que vous avez entendu la semaine dernière, c'est quelqu'un qui a pris de pleine face le fait que non, on ne change pas ça parce que visiblement, nous, c'est comme ça qu'on veut raconter notre histoire. Donc, intention d'auteur, donc critiquable, évidemment. Difficilement critiquable. Au fond. Non, c'est pas difficilement critiquable. Oui. C'est critiquable, mais c'est pas une erreur. Oui, voilà, c'est en mode tu peux critiquer, mais tu peux pas dire qu'ils ont foiré parce que finalement, c'est ce qu'ils voulaient. Je peux dire que c'est une erreur de l'envisager l'histoire comme ça. Je trouve que ça te déconstruit. Enfin, mais on y reviendra dans à quoi j'ai joué. J'ai 2-3 choses pour tempérer un petit peu tout ça, mais c'est juste voilà, quelqu'un d'extrêmement déçu de se rendre compte que finalement Octopath Traveler 2 n'est pas tel que je l'aurais aimé qu'il soit. Tout simplement. Est-ce que tu as d'autres petits commentaires? Oui, j'en ai deux. J'en ai deux petits. On a Skylos qui nous dit « Salut, je voulais ajouter au podcast concernant Multiversus que dans le marché de combat Brawl, Brawlhalla est un bon jeu et que de plus, il est aussi gratuit comparé à Super Smash Bros. Il est convaincant et arrive très bien à se démarquer. Voilà, les podcasts sont super, merci beaucoup, bien entendu, 5 étoiles. » Merci Skylos, c'est très gentil. Effectivement, Brawlhalla, c'est un bon brawler si vous voulez aller le voir. En plus, il se permet de faire des petits crossovers entre d'autres licences, parfois des licences indépendantes. Donc si vous voulez faire un petit tour, vous pouvez y aller. Si vous êtes quelqu'un de déçu de Multiversus. Et enfin, on a Si Rapide qui part sur un autre jeu que tu as joué aussi, Florian. Je rejoins Ico sur Metroid Prime et ses défauts. Avant, je considérais ce jeu comme mon Metroid préféré, mais y rejouer me rappelle en pleine face son backtracking intensif, notamment pour récupérer les 12 artefacts Chozo. Ce côté pénible ne m'avait pas autant marqué à l'époque, mais finalement, peut-être que mon Metroid préféré est Dread du coup. Bah écoute, encore une fois, je trouve que on entre pile poil dans le problème de ressortir des jeux aussi vieux. C'est que tu te prends dans la figure que c'était une autre époque, une autre manière de faire du jeu vidéo et que surtout en l'occurrence sur le premier Metroid Prime, c'est celui qui essuyait les plâtres d'une nouvelle formule avant toute chose. Faudra voir avec les ressorties de Metroid Prime 2 et Metroid Prime 3, mais bon, c'est comme ça. Esthétiquement, il est incroyable, mais il a été intouché sur tout le reste, quoi. Merci beaucoup d'avoir commenté, merci d'avoir tenu cette rubrique de commentaires. Cette section commentaires qui n'est pas facile, parce que je sais que c'est la guerre dans cette section. Oui, parce ils veulent apparaître. C'est mon moment. Exactement. D'ailleurs, moi, c'est la 7e fois que je laisse un commentaire, personne ne le prend, je suis un peu anéanti.
Mais parce qu'on prend pas nos propres commentaires. Oui, c'est vrai. C'est comme Étagère qui avait essayé de prendre un Pokémon qu'on avait dit choisissez votre Pokémon. Oui. Tu lui avais fait un commentaire. J'avais fait barrage. Bah, je t'en prie, vas-y. Non, c'est faux, c'était une vanne. Mais pourquoi tu m'exposes comme ça? J'ai pas fait de commentaire. Évidemment, t'as pas écouté le podcast. Oui, mais j'ai écouté celui d'avant. Je peux pas tous les écouter, Ico. Ouais. Tu sais, à vélo, c'est compliqué. En vrai, à vélo, c'est compliqué. Tu les écoutes au sport. Non, au sport, j'ai mon petite routine, petite Warhammer 40 calors, D'accord, ok. pour l'empereur, tout ça, ça me motive. Achète-toi un chien. Quel est le rapport? Bah moi j'écoute beaucoup de podcasts en promenant le chien. Promenades. J'ai mis du temps. Achète-toi un chien. Oui, d'accord, mais le podcast, dans tout ça. Oui, c'est vrai que les promenades chiens, oui, bah je vais m'acheter un chien pour les podcasts. Voilà. Donc si vous aussi vous n'avez pas le temps d'écouter les podcasts, Tu vas l'appeler podcast. n'hésitez pas à acheter un chien. Ah ouais, le chien tu l'appelles podcast. Je l'appelle 5 étoiles. 5 étoiles. Pour pas oublier de mettre les 5 étoiles à la fin du podcast. On Bref. passe à la suite. Je pense qu'on peut passer à la suite. Donc, à quoi avez-vous joué, mes chers monsieur? Elena. Tu Il pensais... t'a Non, pré-shot. parce que j'ai vu ce qu'elle était en train de faire. Hein. Elle était en train de préparer sa petite balle au prisonnier pour la lancer sur un de nous deux. Mais c'est pas comme ça que ça va se Tu passer. t'es fait avoir. Eh oui. Alors, Elena, t'as joué à quoi? Euh, Ah oui, c'est perturbant. Hein. Cette semaine, j'ai pas entamé de nouveaux jeux. Cette semaine, c'était un peu la semaine de continuation de différents jeux que j'ai déjà entamés depuis plus ou moins longtemps. J'ai continué à jouer à Pharaon New Era dans l'espoir d'en faire un test, mais peut-être que ça n'arrivera jamais parce que c'est quand même un jeu de gestion, un jeu qui demande, C'est qui compliqué, promet. hein, les jeux de gestion, les reviews de jeux de gestion, même Octopus Traveler, hein, je sais, enfin... C'est pas un jeu de gestion, Non, mais c'est mais pas un jeu de gestion, mais tu sais, en fait, j'ai découvert, plus le temps passait, plus que j'avais des formats de jeux vidéo qui est très compliqué pour les reviews. oui. Parce que ça demande énormément d'investissement pour pouvoir en saisir les tenants et les aboutissants. Bah je m'en suis rendu compte aussi. C'est pour ça que Et du coup, ça revient à ce que tu disais, genre les gens qui ont joué 3 heures, Gotti. Ouais. Mais, Oui. c'est la problématique, Désolé, je t'ai coupé, Elena. Ouais, non, mais je te suis complètement dans ce problème-là, c'est que il y a des jeux, tu ne peux pas en juger la qualité à 3 heures de jeu seulement. Si je peux me permettre, juste, c'est pour ça que du coup maintenant je prends des notes. Genre quand je lance un jeu que je sais que ça va être compliqué, Ouais. en l'occurrence Octopus Traveler, j'ai déjà tout un mindnode de près sur lequel en fait la suite de mon aventure va être sur tempérer des propos ou faire des ajustements sur des mécaniques de gameplay, etc. pour notamment à la lumière de la fin du jeu. Donc moi je vous invite, je sais que c'est pas très marrant à prendre un carnet ou avoir Ah, votre j'ai Mac et prendre des notes. le Moi, je fameux fais ça MindNote aussi. sur les mains à Je fais chaque fois. aussi. On le fait, mais là c'est compliqué quand même. Hein. Même si effectivement c'est pas marrant du tout. Je me revois mettre pause, faire ok, il faut vraiment que je le note parce que ça je vais l'oublier. mais voilà. Du coup, Léna, semaine posée. Bah, je recommence, du coup, Pharaon New Era, c'est un jeu qui promet 100 heures de jeu. Oui. Donc la review n'arrivera pas. C'est-à-dire, c'est 100 heures de jeu que tu... comment? C'est même, bien évidemment, c'est même pas pour finir, mais c'est, j'imagine, au moins faire un peu toutes les missions proposées par le jeu, il t'en faut 100 heures. Yes. Et moi, actuellement, je suis à 7 heures de jeu. Et je sais que j'ai pas encore exploré toutes les capacités du jeu. Mhm. J'ai pas encore toutes les fonctionnalités. Je peux pas faire encore tout ce que je veux. Si je lance un bac à sable, je vais être perdu complètement et ça va pas le faire, quoi. Je peux, en tout cas, confirmer que je retrouve toujours ces vibes, les vibes du vieux jeu de 1999. Donc ça fait un peu plaisir quand même. Hein, donc, J'ai une Ok. petite question, parce Oui. que il a coûté 14,99 €, je crois. 20. Combien 20 € il a coûté. 20 € pour une Et je promesse. l'ai eu avec une petite réduction, donc il doit être à 23 €, je crois. C'est une Ah, d'accord. sacrée promesse quand même. Hein, Mais du pour coup, 20 balles. ouais, 20 balles, 100 heures, c'est déjà Non, mais oui, mais temps c'est un réussi. jeu, il est extrêmement long. Il y a énormément de missions. Tu as plusieurs types de jeux que tu peux faire. Tu as ce qu'ils appellent campagne, qui du coup regroupe un peu les options de didacticiel avec toutes les explications. Et enfin, grosso modo, ils te disent voilà, là c'est bon, vous avez terminé grosso modo la partie didacticielle. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là, mais vous pouvez aussi continuer la mission en cours, parce que chaque mission te propose du coup des nouvelles compétences à faire. Tu peux faire durer ta run, mais des heures et des heures si t'en as envie. Voilà, mais sinon tu passes à autre truc et du coup tu continues. Et puis t'as le bac à sable qui lui, c'est l'infini quoi. Voilà, c'est sympa. Ensuite, j'ai continué Fire Emblem Engage, parce qu'il faut quand même que j'arrive enfin au bout de ce jeu-là un jour. Toujours tout aussi divertissant, tout aussi exaltant. Et cette semaine, j'ai continué un peu Midnight Suns. Bah, Midnight Suns, tout d'abord... Ah, on je va te regarde avec satisfaction. Oui, Ah. mais
Tout d'abord, dans l'objectif de travail, parce qu'il fallait prendre les rushs pour... donc c'était pas anodin. Non, c'était pas gratuit. Mais je t'avoue, j'étais là, trop bien le jeu, trop bien. Et vu que c'est la prochaine vidéo qui va sortir, qui va en parler, j'ai failli retomber à nouveau dans Midnight Suns. Et c'est drôle parce que du coup, c'est un peu le sujet de la prochaine vidéo. Oui, c'est vrai que ça tombe pile poil dans le thème. Et ça, vous le découvrirez. Mais lundi. c'était très cool. C'est tout autant cool de jouer à ce jeu. C'est dommage qu'il s'est pas bien vendu. Oui, c'est une des plus grosses déceptions de vente, je trouve. Enfin, c'est dommage que personne se lance dessus. J'espère qu'il arrivera sur le Game Pass. Bah écoutez, je suis en train de bosser une vidéo sur les jeux vidéo prédateurs. Il est dedans, peut-être que ça va l'aider à se vendre, je sais pas. Je sais pas. Après, il est dans, certes, les jeux vidéo prédateurs, mais il est pas si méchant que ça, tu vois, c'est un petit piège à loup. Non, mais je le dis. Oui. Dans le lot, dans mes 4 jeux, il y en a 2 qui sont Mais ça va crescendo, hein. C'est ça. vraiment vilains avec votre portefeuille. From gentil tout méchant. Exactement. Après, je suis désolé, il est pas si gentil que ça. Comment Parce que ça non, mais Marvel's Midnight Suns, c'est pour ça que je l'ai mis dedans, c'est qu'il a des mécaniques de gameplay spécialement calculées pour te faire rester le plus longtemps possible. Il sait ce qu'il fait. Donc hein. il sait très bien ce Oui, qu'il bien fait sûr. dans ses mécaniques d'addiction. Et dans ses mécaniques de rétention, il sait exactement ce qu'il fait. Donc il est pas si innocent que ça non plus. Après, est-ce que dans un jeu qui a des mécaniques de rétention où ils te retiennent, mais qui ne te forcent pas à dépenser quoi que ce soit, est-ce qu'il y a vraiment un problème dans le truc Oui. Bah, sous le prisme de l'addiction, oui. Je te tends des perches et tout pour le sujet, pour teaser un peu le sujet, t'as vu ça c'est un jeu addictif, qu'il te fasse dépenser ou pas de l'argent, s'il a des mécaniques réfléchies, pensées et volontairement orientées pour te faire retenir sur ton jeu, ça reste un prédateur quoi qu'il en soit. Parce que, in fine, le but de Marvel's Midnight Sun, c'est que tu restes suffisamment longtemps, que tu fasses suffisamment tout son contenu pour que derrière, tu sois suffisamment tenté de prendre un Season Pass et de continuer l'aventure sur la suite. Marvel's Midnight Sun, comme n'importe quel autre jeu, son but c'est que tu restes le plus longtemps possible dessus, sauf que lui, il sait très bien le faire, ça. Voilà. galopin. Je t'en prie, Elena, désolé. Bah, pour moi, c'est tout. Et toi, Iko? Moi, c'est à mon tour. Et oui, balle, finalement, elle l'aura lancé la balle. Elle aura lancé sa balle. Elle aura lancé la balle. Moi, ça a été une semaine compliquée. Comme je vous l'ai dit, je sortais d'Octopath Traveler 2, j'avais fait mes petites 15 heures, qui est en fait ma limite d'un jeu sur lequel je peux rester le plus longtemps possible avant d'en changer. Enfin, pas avant d'en changer, c'est en général au bout de 15 heures, je commence à me lasser, il faut que je fasse autre chose, un jeu court, pour retourner sur un jeu long. Donc je suis parti sur Kirby's Return to Dreamland qui m'avait été envoyé par Nintendo. Donc j'ai fini Kirby's Return to Dreamland. Écoutez, vu qu'Étagère n'est pas là pour en parler avec moi, je vais en parler à sa place. Kirby's Return to Dreamland, c'est un jeu solide. Un bon jeu. C'est une expérience très sympathique, peut-être quoique un peu trop conventionnelle dans ses mécaniques. C'est assez répétitif. C'est vrai que les transformations sont parfois un petit peu trop gimmick et sous-utilisées, mais ça reste un jeu qui, je pense, est vraiment la définition du jeu pour enfants. Ou en tout cas du jeu vraiment tout public, mais tout public tout petit aussi. Enfin, tout petit, mettez pas les entre les mains d'un enfant de 2 ans, tu vois, comme parce que sinon il comprendra rien. Mais s'il veut jouer, j'imagine, avec ses copains, ses copines à 4 ou à 2, 3, 4, c'est une très bonne expérience parce que tu t'amuses beaucoup. Il y a peu de conditions de défaite et quand tu joues à plusieurs, c'est déjà encore plus difficile de mourir vraiment, surtout que tu peux sauver tes potes. Il n'y a pas de temps. Tu vois, tu peux prendre ton temps à explorer et à te balader dans les niveaux, même si c'est toujours des niveaux en 2D que tu retrouves habituellement dans les Kirby de la série standard. On n'est pas sur Forgotten Land, enfin le monde perdu de précédentes itérations Kirby. Mais non, c'est sympa. Étonnamment un peu long, je trouve, sur certains points, mais je me dis que moi, je l'ai fait d'une traite. Alors, c'est peut-être pas, je suis pas un bon exemple non plus. C'est pas le genre de jeu qu'il faut faire d'une traite. Je pense que par session, en multijoueur, c'est beaucoup plus intéressant qu'en solo. En solo, tu perds beaucoup de choses, beaucoup d'intérêt, je trouve, sur le jeu, même s'il reste très très malin. De toute manière, dans les cinématiques du jeu, toutes les cinématiques sont avec les 4 personnages jouables, à savoir Bandanadi qui est je sais plus comment il s'appelle, c'est un petit monstre mais avec une lance et un bandana, avec Roi Dadidou et Meta Knight, qui sont aussi les personnages jouables en plus de Kirby. Donc c'est un jeu qui se joue à 4, quoi qu'il advienne, qui est pensé pour être joué à 4 et que je pense que c'est dommage d'y jouer tout seul. D'accord. Ce que j'ai fait, tu vois, j'ai tout seul. Et je veux pas le trash talk
je veux pas lui dire, si tu veux, la plupart des choses que je lui reproche, notamment sur l'intérêt ou sur le long terme, c'est des choses qui se corrigent si tu y joues à plusieurs. Donc je vous invite, si vous voulez y jouer absolument, d'y jouer à au moins 2, c'est un peu plus intéressant à 2. Petit truc cependant, que j'ai trouvé dommage aussi que ce soit que sur la fin, en mode Super Mario Bros. Comment c'est lequel? Super Mario World. Vous savez, il y avait l'épisode Bowser Fury. Bah là, c'est pareil. Vous avez un épisode supplémentaire qui n'était pas présent dans la version Wii d'origine, qui est en fait l'histoire de Magolor, qui se passe après le jeu. Bon, je vais pas vous spoiler, mais bon, ça reste Kirby niveau scénario, on s'en fout un peu, mais ça se passe après. Tu dois récupérer tes pouvoirs et il y a une dimension RPG qui vient s'ajouter à tout ça. Et je trouve qu'en termes de jeu solo, et ben l'extension, enfin le chapitre, l'épilogue Magolor est beaucoup plus intéressant en solo que le Kirby de base et beaucoup plus accrocheur. Et je trouve ça dommage d'ailleurs que ça arrive que sur la fin. J'aurais aimé en fait avoir une expérience de jeu complète autour de ça, parce que ça marche bien sur moi quand tu mets des mécaniques RPG sur ton personnage, quand il faut récupérer des items et que tu dois améliorer tes compétences, même sur un simple platformer, ça marche plutôt bien. C'est plutôt cool. Et puis c'est plutôt bien justifié scénaristiquement. Voilà, je vous garde la surprise. Ça reste intéressant. Un bon bonus de fin, c'est dommage que ça ne soit qu'un bonus de fin. Et sinon, bah, j'ai repris Octopath Traveler 2, du coup, une fois que j'ai terminé ça. Oui. Et c'est là que je voulais en venir sur le côté tempérer les choses, parce que, bah, oui, c'est décevant sur l'histoire. Mais je vais pas rester en colère contre ça. Ça sert à rien que je reste en colère contre cette histoire qui est extrêmement décevante, parce que Octopath Traveler a d'autres choses à proposer. Ça reste des musiques qui sont incroyables. Ça reste plusieurs histoires bien écrites, quand bien même ce soit toujours pénible de devoir les suivre de manière aussi éclatée. Ça reste un très bon système de combat et ça reste un très beau jeu aussi, avec ces 2D HD qui est absolument magnifique. Ce voice acting sur Octopath Traveler, en japonais en tout cas, qui est super bien, avec des très belles thématiques qui sont soulevées, et parfois des thématiques un peu lourdes. Donc ça se suit bien. Moi, je pense que je vais reprendre du coup cette aventure-là de manière un peu plus sérieuse, en vue d'en faire un test, même si je vous ai dit concrètement, j'ai déjà mon angle intéressant que j'ai noté sur mon MindNode, qui est pas mal. Je vous spoil un peu. Je trouve que ce qui est cool avec Octopath Traveler, c'est d'explorer des arts qui sont sous-explorés dans le jeu vidéo. On a tendance à mettre en lumière le jeu vidéo à côté du cinéma. Et Octopath Traveler, en fait, lui, c'est une pièce de théâtre. Et il explore plutôt le côté théâtre de la mise en scène que le côté cinéma. Voilà. J'y reviendrai un petit peu plus sur ma review, parce que je trouvais que c'était un point de vue assez intéressant et assez passé sous les radars des gens qui ont tendance à le mettre aux côtés de jeux vidéo cinématographiques. Et pour terminer, j'ai rechuté dans Mad Game Tycoon 2. Voilà. Je voulais voir les nouveautés qu'il y avait. J'en ferai très certainement un TikTok pour ne pas me sentir trop honteux. Mais j'ai beaucoup joué à Mad Game Tycoon 2. Ça m'a causé une mauvaise nuit parce que du coup, j'avais joué jusqu'à un peu tard et j'étais trop omnubilé par les choses que je devais faire dans le jeu. C'est un jeu très addictif, mais encore une fois, plein de défauts. C'est-à-dire que pour voir les nouveautés, qui sont en général des nouveautés de late game, je suis obligé de refaire une partie depuis le début parce que c'est assez mal équilibré quand tu prends une partie en cours d'année, tu vois. Je dois recommencer mes parties en 1976, mais si je veux débarquer genre en 2015 ou en 2000, c'est très mal équilibré. T'as beaucoup plus d'argent pour compenser ça, mais tu te retrouves avec des personnages qui n'ont pas l'expertise de personnes qui débarquent en 1976. Tu peux pas faire de jeux indépendants aussi facilement que tu voudrais, et le manque technologique de tes jeux fait que presque les premiers temps de la vie de ton studio, tu dois le faire à former des gens. En fait, tu commences en 2010 ou 2015, mais avec des connaissances des années 90. Non, t'as quand même toutes les fonctionnalités de jeu qui te sont débloquées. Ok. Les trucs de moteur, etc. Mais genre, tes personnages, ils ont pas d'expérience de jeu, donc tu te retrouves avec des persos nuls, tu peux pas en embaucher des masses, l'argent, il faut faire des choix entre... Tu peux pas avoir un petit studio, c'est ça le problème. Tu peux pas commencer et direct te dire je serai un petit studio en 2010. Le jeu attend de toi que tu aies déjà en fait un rythme de travail dans le jeu qui soit équivalent à une boîte qui est installée depuis les années 70, quoi. Et c'est dommage. Après, le jeu est toujours en early access. J'espère qu'ils vont explorer ce coin-là plus que de rajouter des choses. Ok, donc je vois ce que tu veux dire quand tu dis que tu peux pas être un studio indépendant. Oui, tu vois, moi j'aimerais bien être indé et me dire, bah, il y aura un mec, il commence tout seul dans son garage, mais en 2000, pas en 1976, pour développer des petits jeux qui technologiquement sont pas ultra aboutis, mais qui a des idées de gameplay derrière. Mais ça, tu peux pas.
Il faut absolument que tu te transformes en Ubisoft ou en EA. Parce que derrière, t'as la presse, donc tu sais, ton jeu est noté. Ouais. À chaque fois que tu fais un mauvais jeu, enfin que tu fais un jeu qui est technologiquement peu abouti, il vient de sabrer. Quand bien même tu respectes le terme de développement, que etc. Tu mets les bonnes choses au bon endroit. Non, si technologiquement il est pas abouti, il vient de sabrer. Ouais. Non, mais je t'avoue, moi, ce Mad Games Tycoon 2, moi, j'ai essayé aussi et j'ai adoré le premier, mais le deuxième, j'ai beaucoup de questions vis-à-vis de ce jeu et tout simplement de l'intérêt de le faire dans la forme qu'ils ont fournie, parce que je vois pas trop ce que ça change entre le premier et le deuxième, à part genre le rendre un peu plus graphiquement meilleur, et même, je sais pas, c'est compliqué ce jeu. Voilà. Bon bah c'était mon petit tour de jeu, c'est à toi Mage. Ah, c'est à moi. Ouais. Eh ben écoutez, moi j'ai été calme, j'ai été sage. Tu es un enfant sage. J'ai été très loyal cette semaine puisque je n'ai joué qu'à World Hearts. Du coup oui voilà, j'ai joué qu'à ça. Donc une petite semaine sur ce jeu que vous m'avez déjà entendu en parler, je crois. Tu l'as mentionné la dernière fois. Je l'ai mentionné vite fait parce que c'était dans les projets. Depuis, j'ai pu y jouer. Je suis assez content. Je vais pas vous mentir. Je ne cache plus mon amour pour la franchise Monster Hunter sur laquelle je suis un nouvel arrivant, mine de rien, parce que je suis arrivé sur Wii U, mais j'ai à peine touché. Et c'est finalement sur PlayStation 4 avec toi que j'ai vraiment tapé dedans de toutes mes forces. Et écoutez, je suis assez content. C'est ce qu'elle disait. J'apprécie Wild Hearts, Kingdom Hearts, on va y arriver. C'est un bon jeu. Voilà, c'est un bon jeu. C'est un Monster Hunter-like qui soulève des trucs un peu différents de Monster Hunter, je trouve. Je sais que beaucoup de gens le mettent en opposition, mais c'est peut-être pas la meilleure manière de le comparer. Parce que forcément, oui, c'est sur les mêmes schémas, oui, ils vont reprendre beaucoup de choses, oui, il va y avoir beaucoup d'inspiration. Mais moi, je suis pas spécialement contre le fait de s'inspirer des formats qui marchent, au contraire. Si un truc marche, c'est pour des raisons. Et voilà, donc est-ce que si tu veux que je fasse un petit topo du truc Oui, la dernière fois, tu avais dit que ça ressemble vraiment à un copier-coller de Monster Hunter. Oui, c'était les premières impressions. Depuis, je crois que j'ai peut-être 20 heures de jeu, 25 heures. Oh, pas mal. Pas mal. Le problème, c'est que c'est 25 heures façon Mage. Donc c'est 25 heures. Ok, je vais déchirer cette bestiole jusqu'à avoir le 7. Donc dans l'histoire, je suis très peu avancé. J'ai vraiment juste tabassé des trucs. C'est un univers qui tourne autour d'un Japon féodal. Qui a été basé d'ailleurs, ils l'ont dit, sur Kanto. Donc voilà, ils ont même cité Pokémon en mode oui voilà, c'est comme Pokémon. D'accord, bon, je sais pas si vous voulez juste mettre des noms qui marchent à côté dans cette interview. Wild Hearts qui s'inspire de Pokémon. Allez. Côté très féodal qui nous mène dans une aventure à ce bateau grand méchant qui va détruire le village. Il faut que tu protèges le village. Naruto. Toi. Oui, c'est un peu en mode Naruto, un peu comme Monster Hunter finalement. Tu sais, c'est quoi? C'est le Zora Magdaros. Oui. Voilà, c'est à peu près pareil. Il faut que tu ailles te battre. On justifie le combat contre les monstres et tu dois partir au combat en t'équipant des meilleures armes, des meilleures armures et des karakuri qui sont des objets que tu peux invoquer, des constructions qui est un peu la spécificité du jeu. Ce qui ressemble aux caisses, c'est ça? C'est ça, c'est les caisses qui, il y en a plusieurs. Hein, tu m'avais dit, c'est les capsules de Dragon Ball. C'est un peu les capsules de Dragon Ball parce que toi, voilà, tu es l'élu. Hein, tu es passé à côté de la mort et un mec chelou est venu mettre une pièce de la taille de 2 € dans ton cœur qui te permet d'invoquer des karakuri sur demande, chose que tout le monde ne peut pas faire. Donc il y a le côté aussi très, tu es unique, Harry. Tu es un sorcier et qui vous permet de faire des combos. Donc vous avez les caisses qui vous permettent de sauter en hauteur, vous avez celles qui vous permettent de propulser, celles de faire des flammes, etc. Et il y a des délires de combos. Par exemple, si tu mets 3 caisses en hauteur, tu sais, sur 2 de largeur, t'as un mur façon Naruto qui se met en place et qui bloque le monstre. T'as des canons, t'as des trucs pour les immobiliser, etc. C'est tout un système de combo qui est assez sympa, que j'aime beaucoup, qui rajoute beaucoup de verticalité au combat. Sur Monster Hunter, finalement, tu t'abats juste les monstres et tu leur sautes dessus. Là, les monstres sont très gros, sont vraiment immensément grands et pour les atteindre, il vaut mieux que tu leur sautes à la gorge. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup parce que ça demande plus d'efforts, entre guillemets, et même s'il y a un côté plus facile dans les combats au niveau des armes, parce qu'ils ont facilité ça, finalement, c'est compensé par les karakuri, qui, moi, je sais pas, il y a un mood très côté ingénieux de l'humain, tu vois. Là où Monster Hunter, c'est homme contre bête. Là, c'est non, il va falloir que si tu veux te démarquer, joue avec tes karakuri, fais l'effort d'essayer de faire des meilleurs combos et utilise bien la technologie pour abattre tes ennemis. Et j'aime beaucoup, donc j'en ferai une review, je pense que j'en parlerai plus en détail là parce que j'ai conscience que dans un podcast c'est un peu flou ce que je vous dis, mais on empile des caisses. Oui, mais canon, parce que attends, on mélange Pokémon
Monster Hunter. Oui. Dragon Ball. Dragon Ball. Je pourrais te parler de Dragon Ball, je pourrais te parler de leur inspiration. Ils ont dit qu'ils avaient été inspirés justement de Naruto. Dragon Ball dans les créations de monstres. Ça fait beaucoup quand même. Ghibli, donc, non, c'est vraiment des gars qui, bon, ils ont de l'expérience, hein, parce que ils ont déjà fait des Monster Hunter-like. Oui, Tokiden. Ils ont fait des jeux que tu sens que ça les inspirait. Ils ont fait les Attack on Titan. Il y a une arme qui est littéralement le couteau, un couteau que tu lances et qui t'accroche à la bestiole, et tu sais, tu t'accroches avec un câble et tu fais tout autour de la bête. C'est super drôle. Donc tu sens qu'ils ont été inspirés par beaucoup de choses qu'ils ont fait et ça marche bien. Moi, ça marche bien. Seul bémol, jeu à 79 boulasses qui, malgré la qualité du jeu, est pour moi beaucoup trop cher pour une entrée. Tu peux pas dire, les gars, venez découvrir mon jeu. Par contre, il coûte 600 balles. Oui, nouveau jeu, toujours le même problème depuis cette année. Nouveau jeu, nouvelle licence, ça coûte... Le nouveau prix standard, écoutez. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est le nouveau prix standard. Mais moi, je pars du principe que quand tu fais une nouvelle franchise qui vient se mettre en plus en opposition à quelque chose de déjà en place, c'est compliqué d'attirer une nouvelle communauté ou juste draguer la communauté qui est déjà en place avec des prix qui sont à un tel niveau, quoi. Je comprends qu'il faut payer. Question. Oui. Solo ou pas du tout? Je full multi, moi. Full multi. Moi, je suis un chasseur. Moi, mon plaisir, c'est d'être à 4 sur une pauvre bête. Hein. Alors, elles sont méchantes. Elles sont méchantes. Je vous jure que c'est très compliqué à abattre. Moi, j'ai eu du mal. Alors, c'était moi qui suis mauvais. On a joué ensemble à Monster Hunter. Je pensais pas être si catastrophique que ça comme joueur. Non, c'était pas catastrophique. Mais j'apprécie me battre à plusieurs. Donc, je multi pour le moment beaucoup, que ce soit dans l'histoire ou juste dans le fun. Et ça marche plutôt bien. Vraiment, ça marche plutôt bien. Je vais continuer d'y jouer. J'en parlerai sur Singe Pourpre. C'est pas un jeu que je mettrai en toutes les mains non plus, ne serait-ce que pour son prix, parce que je vais pas encourager des gens à dépenser 79 balles comme ça d'un coup. Ça serait un jeu qui aurait pour moi eu sa place sur le Game Pass. Et qui aurait rayonné de ouf sur le Game Pass. Sur le genre de nouvelle licence, tu vois, autant je suis pas d'accord sur le fait qu'il faut une tarification parce que c'est une nouvelle licence différente. Parce que bon, oui, c'est dommage de sanctionner un studio en mode vous avez fait tant d'efforts pour vous mettre en concurrence, baissez vos prix. Une nouvelle IP en Day One sur le Game Pass ou sur le PlayStation Plus. Ne serait-ce que temporaire en plus. En mode on vous le met pendant 3 semaines, un mois sur le Game Pass. Si ça vous chauffe après, prenez-le. Moi, je pense qu'il aurait pu rayonner là-dessus. Sachant que de toute manière, vu que c'est Electronic Arts, il est destiné à finir sur le Game Pass. Il ira très certainement sur le Game Pass. Ça sera la conclusion de la vidéo Singe-Fond, je vous le dis tout de suite. Ne vous pressez pas, parce que 100% dans 4 mois, 5-6 mois. Allez, 1 an max. 1 an max, allez, il est sur le Game Pass. 100%. C'est sûr et certain. Après, il est sur le l'IA. Je crois qu'il y est pas sur l'IA. Si, mais alors, il est. Tu sais, il y a 2 tarifications différentes. Oui, c'est ça le problème. Ouais. T'en as une standard et t'en as une premium. La standard est incluse dans le Game Pass. Et t'as la premium qui te permet de jouer au nouveau jeu Electronic Arts qui coûte plus cher. Donc ça fait quand même un peu chéros Game Pass. Mais que t'as toutes les nouveautés direct. Ouais. Bon, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine. De toute manière, il y aura une review. Donc préparez-vous. Si vous êtes fan de Monster Hunter, vous allez prendre une petite dose de Wild Art. Très bien. On va passer aux actus ? Oui, allez, on va commencer. Des actus. C'est vrai qu'on parle d'actu dans ce podcast d'habitude, j'avais oublié. La première actualité, on vous l'avait teasé la semaine dernière, comme quoi on ne pouvait pas le faire pour la bonne et simple raison que ça tombait sur le jour d'enregistrement de nos Blast News, mais cette fois on va quand même en parler un petit peu, ce serait bien. Le State of Play de février 2023, on va vous en parler. Il y a eu des annonces intéressantes, mine de rien, alors pas de quoi se taper le cul par terre, c'était pas les grosses annonces exceptionnelles qu'on aurait pu ou qu'on aurait voulu avoir, quoique pour certains et certaines elles sont incroyables. Je pense que, on avait prévenu de toute manière quels auraient été les highlights, hein. On avait dit un peu d'indé, un peu de third party, un peu de VR, du Suicide Squad et beaucoup de VR. Un peu de VR, pardon, un peu. Parce que vous savez, le PlayStation VR 2 est sorti. Moi, entre-temps, je lutte avec moi-même pour ne pas en prendre un, mais le PlayStation VR 2 est sorti. Il a fallu le nourrir la bête pour pouvoir attirer un peu plus de public. On a eu quoi, du coup, Elena? Toi qui as tout vu dans la longueur, ce State of Play. Moi, j'ai vu des trucs, mais je te laisse la main. Bah écoutez, moi je vais vous en parler vite fait, et puis si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. On fait un signe. Exactement. Donc, on a eu des informations, une bande-annonce de Destiny 2, Eclipse, et quelques informations dessus. Le jeu est disponible actuellement déjà, donc si ça vous intéresse, allez-y. C'est la nouvelle extension de Destiny 2, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Mais... Qui se posent des questions. On a eu encore une grosse du coup arc sur Suicide Squad
Suicide Squad, non. Oui, bah, sur Suicide Squad, Kill the Justice fin, League, c'était sur la fin, ouais. Bah, c'était quasiment la moitié de State of Play qui était consacrée à ce jeu-là. Est-ce que tu listes tous les jeux et on s'attarde sur nos intérêts à la fin ou... Non, là, tu peux arriver direct. On peut débattre tout de suite? Bien sûr. Tu peux débattre, mais moi, je t'aiderai pas, hein, parce que ce jeu... Ça pue du cul. Voilà. Je peux le dire? Oui. Attends, mais t'as dit qu'on débattait, c'est pas un débat ce que tu lances, là. Ah bah si vous êtes tous d'accord avec moi j'y peux rien. C'est bon, finalement, débat terminé. Vous voyez Crackdown? Ouais. Eh ben c'est Crackdown. Mais avec un humour alors vous le voyez pas, je fais des grosses guillemets, humour corrosif, edgy, lol, Fortnite de Suicide Squad. Si vous n'aimez pas les films Suicide Squad et l'humour qui est développé, un peu edgy Marvel, un peu oh là là, je suis méchante, on va tabasser des trucs, mais regardez, en fait on est gentil, on a un grand cœur, mais on est méchant quand même au fond. Regardez, je suis un requin, je bouffe des gens. Ok. Mais c'est Crackdown le gameplay, c'est tellement Crackdown. C'est 3e personne avec déplacement libre, beaucoup de mitraillettes, beaucoup de blabla, beaucoup de blagues balancées entre les personnages, Captain Boomerang qui est rigolo, Harley Quinn qui est faux folle. Ça se passe dans l'univers de Batman Arkham Knight, ça se passe 5 ans plus tard, il y a Brainiac qui débarque sur Terre. Voilà, ça vous pose le truc, hein. Brainiac débarque sur Terre et contrôle mental sur les membres de la Suicide Squad. De la Justice League, et vous êtes la Suicide Squad qui devait tuer la Justice League parce que Flash il a dit oh là là, le seul moyen, il l'a dit à Diana de la Wonder Woman, le seul moyen de pouvoir détruire le contrôle mental c'est de nous tuer. Donc la Justice League a demandé à la Suicide Squad de les tuer et c'est votre but. Écoutez, moi je trouve ça nul, je trouve tout ça pour ça. On part de Arkham Knight avec du free fight, avec un accent mis sur la chorégraphie des combats, le côté sombre de Batman, pour arriver à un proto-Fortnite. Parce que ça ressemble beaucoup aussi à Fortnite, hein, c'est juste des textures et des shaders différents. Je trouve qu'il y a la même vitesse de chute, par exemple, que Fortnite. La même visée que Fortnite. Tout ça pour arriver sur un Crackdown un petit peu chelou. Crackdown qui n'est pas... Le 1 est bien. Mais c'est pas bien le reste. Ça me rend triste pour Terry Crew. Hein. Beaucoup de mitraillettes, beaucoup de séquences d'action. Alors pourquoi pas, ça peut être très nerveux à voir sur la durée, mais franchement cette présentation, ça m'a déçu. Moi, tu sais, je vois du Marvel là en fait. Tu sais, tu te souviens d'un certain jeu, je sais pas si tu te souviens, il y avait un jeu Marvel à un moment. Ah non, c'était pas ouvert. Non, mais je vois les mêmes un peu, tu vois. Moi, je vois vraiment Crackdown. Oui, là, il est en train de regarder un extrait. Vous avez un tank, vous avez les points de faiblesse qui sont visibles. Faut taper dessus. Non, franchement, c'est de grosses pustules violettes. Je me dis Rocksteady tout ça pour ça. Surtout que ce sera un jeu service avec du cosmétique payant, tout ça dedans. Oh, putain. Ah, c'est dommage. Encore une fois, ils ont des bons trucs, ils ont de quoi faire et on tourne autour des mêmes choses, ce qui finalement. Suicide Squad qui semble destiné à ne porter que des projets de merde. Ouais, bref, je suis triste, sachez-le. Bah, je m'attendais à une déception. Non, oui, mais je suis déçu. Moi, je m'attendais à rien et je suis déçu, donc ça me déçoit quand même malgré tout. Mais parce que j'affectionne particulièrement DC, plus que Marvel pour être honnête. Et ça, depuis les Batman, les vieux Batman, hein, les Arkham, etc., on n'a rien eu de correct. C'est dommage parce que y a de quoi faire en vrai. Il y a vraiment de quoi faire. Alors je sais pas si c'est le studio qui comprend rien, parce que j'ai du mal à concevoir, ou si c'est les investisseurs et les seuls moyens de négocier pour faire un jeu d'ici comme ça, parce que y a des mecs, ils ont vu que ça marchait bien, ils ont vu un article sur Fortnite et un article sur tel ou tel jeu, ils ont dit moi je veux pareil. Je sais pas, j'ai vraiment du mal à concevoir qu'un studio jeu vidéo comme ça puisse se dire ça c'est bon, ça va le faire. Après attention, je dis que ça a l'air d'être de la merde. Bon. Ouais, nuance. Disons, c'est pas du tout surprenant, ça a l'air extrêmement calibré, extrêmement standardisé, convenu, que ce soit de l'humour, les visuels, le gameplay. J'ai l'impression d'avoir vu ça 100, 200, 300 000 fois. Et pas forcément dans les meilleurs des trucs. Non, mais juste dans des trucs chiants, quoi. Tu peux faire des citations de Anthem, tu peux faire des citations on a dit Crackdown, tu vois du Fortnite à 3 km. C'est dommage d'être Rocksteady, d'avoir révolutionné les open world, d'avoir révolutionné la manière de pouvoir parcourir des mondes ouverts et d'avoir révolutionné la manière de combattre quand t'es un super-héros, et d'arriver avec 4 super-vilains et ils se contrôlent tous de la même manière. Ouais. Oui, bah écoute, moi j'attends de voir un peu ce que ça donnera, mais à part un cahier des charges qui les a forcés à faire ça, j'ai du mal à concevoir.
Je regarderai ça de loin, mais pas sûr que je l'achète. Je vais pas vous mentir, hein. Vraiment pas sûr. Mais du coup, est-ce que vous voulez que je vous parle d'un jeu qui, lui, pour le coup, apporte son lot de nouveautés et de quelque chose de jamais vu? Bah, je t'en prie, vas-y. On a une date de sortie de jeu qui s'appelle Tcha. Ah, qui n'a rien à voir avec DC. Qui n'a rien à voir avec DC. C'est un jeu qui nous est proposé par un studio qui vient de la Nouvelle-Calédonie. C'est un jeu qui contient des éléments de la culture de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont allés même à recréer des monuments emblématiques de la région. Ils ont rajouté énormément d'éléments de faune endémique et ils ont même invité des artistes locaux pour doubler le jeu. Donc vraiment, ils sont allés à fond là-dedans. L'ambiance doit être assez intéressante, particulière. On se retrouve dans un monde, grosso modo une île tropicale, qui, on pourrait dire qu'elle nous invite à faire une aventure, à se détendre, etc. Sauf que non, pas du tout. C'est une histoire avec un petit monde ouvert qui nous présente une petite fille dont le père a été enlevé par des sortes d'esprits maléfiques de l'île. Et on a besoin de parcourir cette île-là, résoudre quelques énigmes, réfléchir un peu et de découvrir où est passé du coup son père. Voilà, c'est un jeu qui mélange la découverte, l'utilisation un peu de quelques éléments qu'on connaît déjà un peu de Zelda Breath of the Wild, par exemple. Voler avec un petit... parachal. Parachal, oui. Petit parachal, exploser des objets avec des lampes à feu. C'est assez sympa, je trouve, mais surtout, du coup, le monde, il est limité par ces frontières de l'île. Ça a l'air de rentrer typiquement dans les petits mondes ouverts, mais puissants. Oui. Qu'on aime beaucoup. On va faire une suite, du coup, merci beaucoup. Et t'as oublié quand même le détail important, oui. le pouvoir de Tcha qui est de contrôler les animaux. Ah, c'est ça, parce que je comprenais pas. J'ai vu dans la cinématique, genre un coup elle a un requin, puis après elle se transforme pas du coup. Elle contrôle les animaux. Elle contrôle. C'est un peu, alors, référence que vous n'avez peut-être pas tous les deux. Wind Waker, quand vous contrôlez les mouettes avec le fruit spécial de contrôle des mouettes. Bah là c'est un peu pareil, sauf que tu fais ça avec tous les. Pour les chier sur les gens. Animaux. Pour aller chier sur les passants, effectivement. Non, mais écoutez, moi, ça a l'air très cool. Je me vois aller explorer des petits fonds marins en mode requin. T'as vu qu'on peut escalader des arbres et tout. Non, franchement... il y a une petite patte assez intéressante. Il y a des idées, il y a des choses que je reconnais, donc je suis pas dépaysé. Ça donne envie, et ne serait-ce que pour l'initiative, Nouvelle-Calédonie, etc. Ça me hype encore plus dans le sens où... le jeu, il donne la possibilité de découvrir un peu voilà, des trucs que j'ai pas forcément vu dans d'autres jeux vidéo qui ont soit été gommés parce qu'ils se sont dit ils vont rien comprendre. Donc ouais, curieux. Je vois que d'après le truc, il y a des packs Scorn, packs de skins Scorn et Sifu, et ça me fait super plaisir. Mais du coup, la série sur le gâteau, c'est que le jeu sera disponible le 21 mars, donc relativement vite, et il sera inclus dans les abonnements PlayStation Plus Extra et Premium. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ensuite, on a eu un jeu extrêmement perché qui s'appelle Humanity. Oui, je sais pas si je resterai très longtemps dessus. Ouais, ça a l'air bizarre. Je pense que... je veux y jouer, mais ça a l'air chum. On veut tous y jouer, mais le décrire aux gens, ça serait très compliqué. Oh, c'est clairement un truc... c'est très indé, mais ça doit apporter sûrement une réflexion sur la construction de la société, le comportement des gens dans la société, etc. On en a déjà parlé avant. Je trouve que ça ressemble... Vous voyez Lemmings ? Oui. C'est Lemmings, mais avec des foules. Oui, et pas trois clampins. Vraiment, littéralement, des milliers de personnes. C'est Lemmings avec des milliers de personnes qui suivent un chien. Et avec des environnements que vous pouvez éditer vous-même parce que vous pouvez créer vos maps et les partager. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on a eu des nouvelles de Resident Evil 4. Vient un trailer qui tabasse. Oui, effectivement. Je t'avoue, jusqu'au bout, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est magnifique ! Puis je me dis, mais on devrait entendre parler quand même de Resident Evil 4. Mais... jusqu'au bout, j'étais persuadée que c'était pas ce jeu-là, mais du coup, ça donne envie, en vrai, même pour moi. Même pour Resident Evil 4, qu'on rappelle, qui a été porté et reporté plein de fois. Je veux dire, c'est comme Skyrim, il n'y a pas une seule console qui a pas sa version de Resident Evil 4 bien à lui. En plus, c'est en général toutes des versions qui sont tip-top et qui profitent de la console sur laquelle ils sont. Ouais. Genre, je veux dire, c'est sur MetaQuest. Resident Evil 4 original, et c'est un des meilleurs jeux VR que vous puissiez trouver.
Voilà, ça pose les choses ici. Ce qui est intéressant du coup aussi, c'est que là, vu qu'on est en lien avec de la VR sur ce State of Play, Resident Evil 4 aura un mode VR adapté tout spécifiquement pour le PSVR 2. Oh, c'est cool ça. Donc ça, c'est super cool aussi. Le jeu est magnifique, les effets de lumière sont top. Le gameplay, il a l'air de reprendre, de magnifier ce qui avait été fait sur le jeu original. On est encore une fois sur un remake, je trouve, de haute volée de la part de Capcom. Dans la même veine de Resident Evil 2 et Resident Evil 3. C'est le combienième remake du coup là pour le 4 ? C'est son premier remake. Ah d'accord. Il a jamais été remaké, il a tout le temps été porté. D'accord. Moi je t'avoue qu'en tant que personne qui joue Resident Evil de manière très aléatoire, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver. Est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas. C'est pas si compliqué que ça en plus. Non, mais c'est pas compliqué, mais genre, enfin, comme tu l'as dit, on les voit beaucoup revenir, et le 4, moi j'ai l'impression, je le vois tout le temps, et ils sont bloqués ou quoi ? Non, c'est un vrai remake. Ok, là c'est bien. On a eu ensuite des informations supplémentaires sur Street Fighter 6, dont la sortie approche petit à petit. On a eu 3 nouveaux personnages. Ah, le fameux avec le hub et tout là ? On a eu Zangief, on a eu Lily, et on a eu Camille. Moi, je suis très hypé par ce Street 6. Zangief, beau gameplay. Tu devrais être fier de ton pays, Elena, en voyant Zangief. Très intéressé par Lily, cependant. On a eu aussi des trucs sur Baldur's Gate 3. Ah oui, que tu attends avec notamment une date. Il y a notamment une date, donc Baldur's Gate 3, qui a une date de sortie le 31 août 2023. On va expliquer un peu. Donc c'est un jeu qui vient d'une licence de Donjons et Dragons qui, cette fois ils disent, qui nous permet de complètement faire comme si c'était une partie de Donjons et Dragons, donc en jeu de rôle papier de table, mais cette fois en version jeu vidéo. Donc vous avez la possibilité de créer votre personnage et de partir explorer l'histoire qui vous est proposée avec plein de choses qui sont reprises des règles du Donjons et Dragons. Donc ça fait un moment qu'on l'attend. On a surtout une date, donc le 31 août 2023, c'est ce que j'ai dit. Et l'été qui va être bien. Là. Et ce qui est cool, c'est que ce jeu-là, il peut se jouer à 2 en coop, donc sur l'écran splitté, sur PS5, et il peut être joué jusqu'à 4 dans une version en ligne. Ok. Voilà. Je me permets d'enchaîner sur ce qu'il y a eu en mode 4ème vitesse pour le reste, parce que c'est pas... Malheureusement, le reste, c'était intéressant, mais on y reviendra un peu plus en détail peut-être plus tard quand ils arriveront. Notamment, il y en a dans le lot des jeux que je veux vraiment faire et que je pense que ça vaudra le coup d'en parler quand ils seront là. À part pour Wayfinder, qui, bon, si je peux me permettre de le résumer viteuf, ça a l'air d'être un Fortnite RPG. Voilà. Beaucoup de références à Fortnite. Qui arrive en mai. Ouais. Multijoueur RPG, ils disent, donc bon. On a eu des nouvelles de Goodbye Volcanoite. Donc je crois qu'il y a une date de sortie, oui, pour le 15 juin 2023, qui va très certainement se faire éclipser par Zelda. Et Final Fantasy XVI, très très mauvais calcul. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est le jeu un peu bizarre avec les dinosaures là. C'est un jeu qui, je trouve, il ne se joue pas du tout sur dans le même plateau en fait. C'est des ados qui font de la musique en jeu narratif. Avant la fin du monde. Ça a l'air un peu bizarre, donc j'attends de voir ce que ça pourra donner personnellement. Je suis curieux, je t'avoue quand même que l'esthétique des personnages me rebute un peu. J'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment. Après, je peux voir ce qui peut plaire aussi, tu vois. Non, mais moi, de base, moi, j'ai du mal avec l'anthropomorphisme. C'est très rare quand, personnellement, il y a des jeux qui arrivent à briser cette barrière du weird. Ouais, non, mais c'est pareil, ça ne m'attire pas. C'est pas que ça ne m'attire pas. Je trouve ça limite effrayant, en fait. Ça, c'est déroutant, quoi. Vraiment, je préfère le dire. J'ai rien contre ça, mais tu vois, tout ce qui est esthétique furry, etc. C'est très rare quand, pour moi, ça passe. La plupart, je sais pas pourquoi, ça doit être dans l'expression, dans les yeux ou dans le visage. Je suis extrêmement mal à l'aise. Et là, en l'occurrence, l'esthétique globale du jeu, même s'il a l'air sympa et que les thématiques sont cool, ont l'air cool. Il y a des manières de faire. Il me met très mal à l'aise. C'est quel animé là où il y a un loup là Beastar qui est très bien fait à ce niveau-là, tu vois. Ouais, parce qu'il est moins humain en fait, il est plus bête. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a un côté mélange très l'anthropomorphisme, le dosage est très déroutant. Le tricératops, il y a un tricératops, je crois, qui on dirait vraiment des formes humaines avec juste quelques petits traits. Et qui, pour moi, aurait peut-être mieux fait de tirer vers un truc à la Beastar, pour être honnête. Parce que l'idée a pas l'air mauvaise. Il y a du rythme, il y a des choix, ça a l'air sympathique.
Très bien. On a eu toute une flopée de jeux VR. Dans le lot, sont déjà sortis ou qui vont bientôt arriver. Ouais, on a eu The Foglands. Moi, oui. Ça a l'air sympathique. Ça, j'aimerais y jouer sur VR. J'ai pas compris ce que c'était, mais il y a beaucoup d'expérience à la première personne de toute manière en VR. Donc ça va être juste sur l'histoire, ça va jouer. On a eu Green Hell VR. Qui existe déjà en version standard, qui a l'air d'être un jeu de survie. Synapse. Alors là, pour le coup, Synapse, en termes d'ambiance au casque VR, ça doit être vachement bien, un petit peu déstructuré, un petit peu super pouvoir, un petit peu. Non, j'aime bien. En vrai. Ça a l'air sympa. Journey to Foundation, qu'Elena a été déçue de se dire pourquoi vous en faites pas un vrai jeu entre guillemets. Alors, je suis d'accord. Tu sais que quand j'ai cliqué, j'ai vu la miniature, j'ai fait oh, ça a l'air trop bien ça dans l'espace. Et là, je vois VR, je fais. Ça souffle. Non, mais c'est bien de proposer ce genre d'expérience différente, grosso modo, pour le VR. Ouais. Donc, ça leur permet d'expérimenter de nouvelles choses et aux gens qui ont le VR de jouer à d'autres genres que juste une expérience visuelle, etc. Mais il va pas s'en sortir, le jeu, malheureusement. Il aura forcément des problèmes parce que c'est un jeu qui demande de tirer, de courir, de sauter dans tous les sens. Je sais pas, je pense que ce jeu, ne serait-ce que pour attirer plus de joueurs, il aurait pu avoir sa chance dans un jeu en dehors de VR. J'aimerais rebondir là-dessus, tu fais un bon point. C'est un des premiers retours que j'avais eu quand j'ai vu vis-à-vis du PSVR 2. Et je trouve que ce State of Play-là souligne un gros problème du PSVR 2 actuellement. Effectivement, ça n'a pas l'air d'être un casque destiné au grand public du tout. Non. Parce que tous les jeux qui ont été présentés, moi, je me vois me taper des gerbes au bout de 45-50 minutes. Ils sont pas ultra friendly en matière de déplacement et en matière de mouvement, je trouve, ces jeux-là. Tous ces jeux-là. Même s'ils m'intéressent, de loin, en tout cas, quand je les vois comme ça, j'aimerais les essayer. Je trouve qu'ils sont assez, exigeants en matière de mouvement. Oui. À voir si le PSVR 2 les gère bien, mais je trouve que c'est un peu gerbolande. Hein. Ouais, je sais pas. J'ai vraiment un peu de confiance dans cette histoire-là, de ce jeu-là dans le VR. Surtout que, je vous rappelle, Journey to Foundation, c'est en fait une adaptation de Asimov. C'est comme la série qui était sortie il y a quelques temps. Ça parle de... ça parle de cette histoire-là, de partir, sauver l'humanité, adaptation d'un roman science-fiction culte. On a eu ensuite Before Your Eyes, qui a l'air très bien aussi, que tu nous as dit que ça t'intéressait plutôt pas mal aussi. Il est, pour le coup, il est très sympa et je crois même qu'il a été déjà récompensé ou nominé quelque part. Il y a des belles idées quand même. Hein. Et là, pour le coup, ça n'a pas l'air d'être trop gerboland. C'est très friendly, sur d'autres trucs. Hein. Ouais. Et enfin, on a eu, dernière annonce, le retour des Naruto Ultimate Ninja avec Naruto, Boruto, Ultimate Ninja Storms Connections. Sur VR ? Non. Qui, du coup, se veut être le nouveau Ultimate Ninja Storms qui va retracer tout Naruto du début jusqu'à Boruto. Voilà, let's go. L'Arena Fighter que vous connaissez sur PlayStation 5 et je suppose sur Xbox aussi. Écoutez, moi je prends pour en prendre plein les yeux sur l'histoire de Naruto, ça fait toujours plaisir ce genre de jeu-là. Moi je suis très content. Voilà. Très bien. Tu commences Boruto quand même. Pas Day One. Hein ? Peut-être tu commences Boruto. Ce sera peut-être l'occasion pour moi de découvrir l'histoire de Boruto via ça. Je préfère en général, quand un manga ou un animé ne m'intéresse pas trop, je préfère le découvrir d'abord via le jeu. Grâce à justement son charcutage scénaristique me permet d'avoir les highlights, on va dire, de l'histoire. Tu sais que c'est comme ça que j'ai découvert Dragon Ball. Hein. Ouais, tant mieux, hein. Enfin, c'est pas Parce mauvais. Que moi, je suis pas de l'école de ceux qui regardaient Dragon Ball à l'école, j'étais trop jeune, ça ne se diffusait plus sur le Club Dorothée. Donc j'ai découvert l'histoire de Dragon Ball via les Dragon Ball Tenkaichi, Budokai. Okay. Très bien, voilà. On passe à la suite ? On passe à la suite. Bon, vu que la news elle était un peu longue, on va faire une news très très courte. On va essayer de battre le record précédent établi par Harry Potter. Pour vous faire parler sur Discord. Hi-Fi Rush a atteint les 2 millions de joueurs qui ont essayé le jeu. Voilà, c'est cool, non ? Ça fait plaisir. Moi, tu sais, j'y reviens tout à l'heure à ce que je disais sur Chia. Tu me disais, mais pourquoi tu penses que Chia ne sera pas GOTY ? Parce qu'il y a Hi-Fi Rush. Voilà pourquoi. Je pense que Hi-Fi Rush va se faire battre par le prochain jeu qui arrive cette année. Il va se faire battre parce qu'il arrive la mauvaise année. Mais je suis désolé, pour moi, c'est. Moi, je sais par quoi il va se faire battre. Oh il y a plusieurs candidats. Hein. Écoute, moi, de toute manière, je suis toujours déçu au GOTY parce que c'est toujours les mêmes. Il va se faire battre par un DLC, un certain DLC. Par un DLC ? Ouais. On va en parler plus tard. Ah. On passe à la suite.
L'autre actu, c'est un sujet qui fait un peu brûler la scène jeux vidéo en ce moment, c'est que il y a toutes les previews de Final Fantasy XVI qui sont tombées au même moment. Je vous l'ai dit, c'est pour ça que moi je suis parti à Londres il y a 3 semaines maintenant. 2, non? 2 semaines? Ou 3, effectivement, ça passe. 3 semaines. Le temps passe vite, Oui. c'est incroyable. Oui, j'ai pu essayer en avant-première Final Fantasy XVI, épaulé par Naoki Yoshida. Et je peux vous donner vite-off mes impressions, surtout partir sur un haut global. Que retenir de ce Final Fantasy XVI, en tout cas de la section de combat que j'ai pu faire sur le jeu, parce que c'était un highlight sur les combats et un petit peu sur la mise en scène aussi. Est-ce que ça tabasse? Ça tabasse. Ça tabasse de manière incroyable. C'est Final Fantasy XIV qui a un enfant avec Dante de Devil May Cry 5. Et on se retrouve avec un jeu, un Devil May Cry 5 RPG en un peu plus accessible, parce qu'il y a des options d'accessibilité qui sont bien fichues, mais extrêmement bien mises en scène, qui fait des appels inattendus à Naruto Ultimate Ninja Storms et Azura Sword en matière de mise en scène des QTE. D'accord. Du coup, encore une fois, hein, tu prends le combat director de Devil May Cry 5 pour gérer tes combats. Tu fais appel à des personnes qui savent faire des combats pour pouvoir proposer des beaux combats. Et là, tu fais appel à peut-être une des séries qui sait mieux gérer les QTE que je connaisse, à savoir Naruto ou Azura Sword. L'un ou l'autre, vous prenez ce que vous voulez dans la mesure où c'est CyberConnect 2 qui s'occupe des deux jeux pour utiliser les QTE à bon escient, pour qu'il y ait un impact des coups qui soit extrêmement violent, que tu le ressentes bien, etc. Et tu rajoutes ça, tu le mélanges avec un bon gros sel de Guérande qui s'appelle Soken, le compositeur de Final Fantasy XIV, le compositeur des musiques de FF14, qui s'est occupé de composer toutes les musiques de FF16 aussi. Ce qui fait que c'est ultra lourd en matière de musique, hein. On est vraiment sur un niveau, moi le peu que j'ai vu, j'en avais plein les yeux, plein les oreilles aussi, et tu obtiens pour moi un des jeux que j'attends le plus cette année, alors que jusque là la hype était modérée, tu vois, j'essayais de regarder mes distances. Là non, FF16 tabasse. Après, encore une fois, on n'est plus sur du tour par tour du tout. Donc si le tour par tour vous manque, c'est pas avec FF16 que vous allez pouvoir raccrocher les wagons. Par contre, si vous êtes fan de Naoki Yoshida, en sachant qu'il y a toute la team de FF14 derrière, vous allez remarquer des choses, que ce soit des clins d'œil, que ce soit des noms de boss, des noms de personnages, que ce soit des événements. Il y a beaucoup de clins d'œil qui sont faits à Final Fantasy XIV, même dans le gameplay, parce que j'ai parlé de Devil May Cry 5, mais on retrouve cette idée de pattern qui est très propre, étonnamment, à Final Fantasy XIV. Les patterns des monstres, les patterns des boss vont pouvoir se retrouver au sol, comme les AOE là, quand t'as les boss qui te tirent et qu'il faut sortir de cette zone avant de se faire toucher. Non, c'est assez ouf, hein, cette filiation qui existe entre le 14 et le 16 et qui est présente, et qui, en fait, c'est ouf à quel point c'est cohérent dans les travaux de Naoki Yoshida. Il y a une cohérence dans ces travaux-là qui fait extrêmement plaisir, et qui d'ailleurs se retrouve aussi dans la team, parce que le mec il s'est entouré de ses potes, quoi. C'est parfait. Il a le multipass du gaming, on lui laisse faire à peu près tout ce qu'il veut, visiblement. Exactement, donc je vous invite à aller écouter encore une fois ma preview de Final Fantasy XVI sur Singe Pourpre, mais aussi à aller lire les différentes previews qui ont été faites, puisque le son de cloche est relativement le même. Je vous invite à écouter peut-être la vidéo la plus complète, c'est celle de Atomium, qui parle de jeu, qui dure 50 minutes et qui met encore plus l'accent sur cette filiation de Final Fantasy XIV, parce que Atomium est un gros fan de FF14 aussi. Grosse attente, gros plaisir, et content que ça fasse battre l'actualité à ce point-là. Content que Final Fantasy XVI arrive un petit peu à redorer un peu son blason, même s'il y a encore des mécontents, je vous l'ai dit, notamment sur le système de combat et les QTE, que les gens ne... Le problème de ces QTE là, c'est que visuellement ça a l'air bateau, mais il faut vraiment avoir les manettes en main pour comprendre à quel point c'est incroyable. Non, mais c'est une bonne approche. Je suis content, je comprends que ça puisse frustrer, mais je pense que c'est la meilleure manière de faire avec les FF actuellement. Faut évoluer. Je peux comprendre que le tour par tour, ça soit iconique, mais il y a d'autres approches dans le jeu vidéo, tu peux pas rester sur les mêmes choses. Et j'avais vu un tweet qui en parlait, qui disait que c'est peut-être ça qui ferait la différence, c'est que les joueurs de FF, ils ont l'habitude qu'on se plie en 12 pour leur faire plaisir, généralement, parce que voilà, c'est FF, ça a été le truc de... Et là, Yoshi-P et son équipe, ils partent sur quelque chose de différent, quelque chose qui finalement, eux, leur parle plus, et peut offrir une expérience complète et qui va changer de ce qu'on a connu. Donc moi je suis curieux, j'ai vraiment de gros espoirs, et je dis pas ça parce que je suis un big fan
de Yoshi P. Non, je dis pas du tout ça parce que je suis un big fan. Tu vois, le truc, moi, qui me fait plaisir, qui va tout à fait dans le sens du... Il se plie pas à la demande des fans. Oui, ouais. C'est que Yoshi P a une idée très précise de c'est quoi la licence Final Fantasy. Et c'est cette idée-là qu'il a traîné de bout en bout avec le sauvetage de FF14 et qui a permis de créer le projet Final Fantasy XVI dans la mesure où son idée à lui, c'est Final Fantasy XVI, Final Fantasy, la licence Final Fantasy, c'est quoi? C'est des musiques incroyables. Il fait appel à Soken, qui est un des meilleurs compositeurs japonais de ces dernières années. C'est une histoire qui se suit. Du coup, pas d'open world, une histoire linéaire et pour mettre en avant une écriture d'un scénario qui se veut un peu plus sombre, un peu plus torturé, un peu plus politique. C'est des cristaux, c'est de la haute fantasy aussi, même si ça vire un petit peu des fois vers le sombre, etc. Et j'y reviens encore une fois, c'est des jeux linéaires. Ça n'empêche pas des zones ouvertes pour explorer, parce que c'est ce qu'ils ont expliqué. C'est le truc qui se fait mais le but, c'est d'avoir quelque chose de haletant qui fasse figure de vitrine de Square Enix. C'est une licence vitrine. Et c'est ça pour lui. Et c'est vrai que c'est cool parce que Final Fantasy XIII et Final Fantasy XV avaient cette tendance à d'abord essayer de rattraper à ce qu'il se fait dans le mainstream jeu vidéo, avec cette volonté d'intégrer au forceps des éléments de monde ouvert. Et c'était pas forcément toujours réussi et il n'y arrivait pas tout le temps dans la mesure où le monde ouvert de Final Fantasy XV et Final Fantasy XIII n'était que des portions pas toujours extrêmement maîtrisées mais qui revenaient toujours à la linéarité à un moment ou un autre. Donc si tu n'y arrives pas, il s'est dit on n'arrive pas à faire des mondes ouverts, ne faisons pas de monde ouvert. Pourquoi on se torture à faire ça? Ok, ça vous fait plaisir, mais c'est pas le message et le but du jeu. Écoute, c'est cool. Allez voir la vidéo. On passe à la suite. La suite, c'est Elden Ring. Il y a eu une annonce d'un DLC DLC solo. Hein. On a eu le DLC, le DLC compétitif PVP avec une mise à jour gratuite. Là, on n'a rien de plus qu'une image et un titre. La confiance est prise. Hein, ce sera le GOTY de cette année. Écoute, Elena, je te rappelle qu'il y a un certain Zelda qui va sortir. Quand même. Ce sera le GOTY de cette année. C'est prévu pour une sortie cette année? Oui. Non. Je pose la question. Moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. C'est vrai que je te suis aveuglément. Mais cette année, attendez. Bon, on espère que ce sera cette année, mais c'est pas prévu. Enfin, moi, je ne vois pas en tout cas d'annonce pour cette année. Ce sera peut-être début de l'année 2024. Bon, j'avoue que la news, elle se résume à l'extension, elle va arriver. Oui, mais c'est complètement ça. L'extension s'appellera du coup l'ombre de l'arbre monde. C'est ça? Shadow of the Earth Tree, exactement ça, oui. L'ombre de l'arbre monde, on n'a pas plus d'indications. On a juste un arbre monde au fond un peu bizarre, un peu cassé. On a un paysage donc qui laisse supposer que ce sera une zone supplémentaire en monde ouvert. Parce que c'était dans l'ombre de l'arbre monde, finalement. Moi, je ne mettrai pas mes billes pour une sortie en 2023. Ce sera une GOTY 2024. Dans la mesure où, si c'est une extension avec une zone en monde ouverte, c'est pas un DLC, petit peu à la manière d'un Blood and Wine, ce sera gros. Ça sera gros. Ils vont taper fort et ça sera limite un jeu. Voilà. Ce sera peut-être pas limite un jeu, mais si on doit y jouer, je sais pas moi, 15-20 heures pour le parcourir, ça m'étonnerait pas. C'est le genre de monde ouvert. Je vois totalement ce que tu veux dire. Vu ce qu'ils ont fait la première fois, pour leur jeu de base, et vu la manière dont ils se mettent dedans, ça me surprendrait pas non plus. Donc oui, 2023, ça m'a l'air soon. Ça m'a l'air soon. Et puis même, je dirais que vraiment, les gars, par contre, dosez la confiance. Si c'est ça votre annonce, juste une image pour cette année, non. Mais écoute, j'ai hâte. Parce que un peu hâte et un peu j'appréhende parce que la fois que j'ai joué un jeu comme ça, ça m'a fait du mal sur toute l'année. Oui. Non, mais là, ça devrait aller dans la mesure où les DLC, comme on avait dit la dernière fois, ils sabrent en général les parties vraiment pour se concentrer sur l'essentiel. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Normalement. C'est marrant parce que la semaine dernière, on parlait des 20 millions. On dit, ce serait bien qu'ils annoncent. Et puis, paf, voilà. Oui, GOTY. Bon. On continue? Oui. Alors, l'actualité qui suit, c'est qu'on a eu un autre direct après le State of Play. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, sauf que cette fois-ci, c'était Pokémon Presents et que ça a duré moins longtemps et c'est peut-être moins intéressant. Je pense que ça va être
plus rapide. Ce sera probablement plus rapide. Pokémon Présente qui a présenté les nouveautés de l'année en termes de Pokémon. Donc on a eu un rappel, on va dire, de la réussite de Pokémon Écarlate et Violet. Oui. Malgré tous les boycotts. Malgré l'essentiel des boycotts, on a eu toutes les infos sur tous les jeux Pokémon aussi disponibles sur mobile. Des nouveautés Pokémon Unite, des nouveautés Pokémon Café Remix avec les nouveaux Pokémon de la 9G qui vont débarquer. Ouais. On a eu du Pokémon Sleep, du Pokémon Go, on a eu... Alors là, il y a vraiment tout eu en fait, hein. C'était... La palme du nom d'accessoire le plus claqué au sol du monde, c'est pour Pokémon Sleep, qui aura son Pokémon Go Plus. Je sais, il y a vraiment un mec, il y a eu une réunion pour ça. Je sais pas si vous avez conscience qu'il y a eu des réunions pour ça. Et sûrement pas qu'une. Pokémon Sleep qui sera une application pour vous aider à bien dormir dans le monde des Pokémon. Alors moi c'est mort, c'est finito Pokémon Sleep parce que moi je l'entends plus comme Sleep, je l'entends comme Sleep. Comme un slip à porter. Oui, un slip entre moi qui a du mal à dire Heart et toi qui dis slip. Non, mais c'est juste que je sais pas, il y a quelque chose qui s'est débloqué d'un coup dans ma tête et là c'est mort. Là, il y a plus de il y a aucune possibilité que je teste ce jeu-là. C'est très grave quand j'y pense que finalement tu le mets c'est pas un jeu pour commencer. Mais tu le mets de côté à cause d'un slip, Elena. Mais parce que ça me fait trop rire. Comment tu veux que je dors maintenant? T'as mis ton Pokémon Sleep avant qu'on aille dormir. Le Pokémon Go++, nouvel accessoire qui fera mieux qu'un Pokémon Go, qui déjà peut surveiller votre sommeil sur Pokémon Sleep et vous permet de capturer les Pokémon automatiquement, avec promesse d'utiliser cette fois vos Super Balls et vos Hyper Balls automatiquement, parce que quand le Pokémon Go plus standard n'utilise pas vos autres balls, ils utilisent que des Pokéballs. Un peu mitigé sur ça, d'autant plus qu'à titre personnel, je trouve ça abusé que Pokémon Company et Niantic passent par des trucs tiers sur des choses qui peuvent être faites par des téléphones et des applications téléphones, là où le reste du monde fait des applications dédiées. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de passer par un truc à côté. Mais parce que ça coûte plus cher à l'achat. Vous savez que ce que fait le Pokémon Go au début de le Pokémon Go Plus, ce que fait le Pokémon Go Plus au tout début de Pokémon Go, les Apple Watch le faisaient. Oui. Il y avait une application Niantic officielle sur Apple Watch qui te permettait de capturer tes Pokéstop et de capturer des Pokémon, qui a été retirée à partir du moment où le Pokémon Go Plus est arrivé. Donc moi je trouve ça un petit peu nul. Je trouve ça beaucoup plus pratique de surveiller ton sommeil, notamment avec une montre sur ton poignet, qu'un outil à côté qui est un peu relativement invasif. À mettre sur le front d'ailleurs. Non. Inventer ça. Parce que ça m'a fait rire de voir des gens avec une petite Pokéball sur le front. On a eu aussi un jeu de cartes à collectionner Pokémon classique, donc du coup qui sera une mise en scène un peu plus classique de Pokémon TCG. Retour aux sources. Ce sera en 7 premium. 7 premium, donc il faudra se jeter dessus, voilà, je suppose. Achetez-en par pack de 15, revendez-les. Non, laissez surtout pas pour les enfants. Voilà, donc, allez. Si vous voyez des darons qui se battent dans les Super U, c'est normal. C'est ce qu'on appelle des scalpers, n'ayez crainte. Enfin, moi, c'est le genre de truc, je suis désolé, ça me refroidit instantanément parce que je sais que je pourrai jamais en avoir. Oui. Et que ça va être la guerre. Les grosses annonces. Mais attends, c'est prévu pour fin 2023, donc ce sera vraiment pour Noël. Donc vraiment, n'en laissez pas aux enfants pour leur Noël. Allez-y. Les grosses annonces, c'était Pokémon Écarlate et Violet. Violet, avec 2 nouveaux Pokémon Paradox qui débarquent, une version Suicune Raptor et une version Viridium, je crois. Je sais plus comment il s'appelle ce Pokémon. Mais du coup, qui s'appelle Serpent Eau et... Même l'autre, il n'y a pas marqué Serpent Vert de fer, c'est ça? Non, je sais plus l'autre. Bref, du futur. C'est accompagné également des DLC de Pokémon Écarlate et Violet, le trésor enfoui de la zone 0 qui se fera en 2 volumes. Le volume 1, c'est le masque turquoise qui sortira en automne 2023, et le volume 2, le disque indigo qui sortira en hiver 2023. Qui veut dire que ça fait 1 an sans Pokémon en fait, c'est chaud. Oui, bah écoute. Ça c'est se bizarre trouve, parce qu'ils ont entendu. Consécutivement, ils vont sortir vite, mais... C'est déroutant, mais peut-être pas plus mal pour le jeu, qu'ils nous fassent des trucs... Et avec l'assurance que Pokémon Home, donc du coup qui est l'application Pokémon pour récupérer ses Pokémon, va bientôt, ils ne sont pas donnés de date exacte et précise, va bientôt supporter Pokémon Écarlate et Violet pour pouvoir transférer ses Pokémon et récupérer les Pokémon d'anciennes générations. Voilà, je pense que... T'as pas parlé On a une dernière j'ai réceptionniste Pokémon, là?
J'avais oublié le Netflix là, c'est ça? Oui. Ouais. Ça a commencé par ça, ouais. C'est peut-être l'annonce la plus hypante, je trouve. Moi, c'est ce qui m'a. Alors, je vais me dire, je m'étais. Non, oui, moi, c'est ce qui m'a plus chauffé parce que j'ai pas accroché à Pokémon Scarlet. T'as jamais joué? J'ai jamais joué. J'attends qu'il soit bien optimisé et tout. Il ne sera jamais. Jamais. Peut-être il ne le sera jamais, donc j'attends toujours. Mais ça, de toute l'annonce, finalement, c'était le truc qui m'a le plus intrigué parce que ça sortait un peu de ce que j'avais l'habitude de voir avec Pokémon, finalement. C'est quoi? C'est un délire? Ça va être un hôtel Pokémon où on suit un petit garçon qui est accompagné de son psycho-quack. Moi, ça me hype, vraiment. C'est stupide, mais ça me hype. Alors, point précis, pourquoi ça hype? Oui, vas-y. C'est en stop motion. Oui. J'adore la stop motion. Genre, vraiment, j'adore la stop motion. Donc, les Pokémon en stop motion, moi, oui, évidemment, oui. C'est beau. Ça fait bizarre un peu par rapport à un animé, mais je trouve ça super beau. Ah non, c'est bien de. Alors, c'est produit par Netflix, du coup. Ce sera une exclusivité sur Netflix et c'est fait par des studios purement japonais. Non, sur la news qu'on a récupérée, ils n'ont pas donné. On n'a pas de précision sur qui fait ça, malheureusement. C'est même pas écrit sur la fiche. Mais oui. Mais du coup, je précise, c'est l'histoire va suivre un réceptionniste de l'hôtel en fait. Qui va du coup vivre des petites histoires avec des Pokémon qui vont venir... Les gens qui passent avec leurs Pokémon dans l'hôtel. Moi, je table sur un cantine de minuit live. Mec, c'est ce que j'allais dire. Oui. C'est ce que j'allais dire. Ça va être un cantine de minuit Pokémon. Et genre, ça me hype trop. Les gens qui viennent et qui expliquent leur histoire. Voilà, j'ai vécu ça avec mon Magnéti. Ça fait 2 ans que je fraude le DF. Quoi? Donc, moi, ça me hype de ouf et j'ai hâte. Vraiment, je suis curieux. Si vous connaissez pas La Cantine de minuit, c'est une série que je vous recommande, que ce soit le manga ou l'adaptation Netflix. D'ailleurs, il n'y a pas de nouvelle saison. Non, c'est tellement doux, c'est tellement gentil. Mais attention, l'adaptation Netflix, c'est pas adaptation du manga, c'est des histoires complètement faites exprès pour. Du coup, le plot, c'est quoi, viteuf, parce que les gens comprendront. Cantine de minuit, c'est un restaurant qui n'ouvre que de nuit et qui accueille des petits restaurants japonais où il y a traditionnel japonais, places, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte sur le menu. Oui. C'est les gens qui peuvent demander ce qu'ils veulent, s'ils apportent les ingrédients, s'il en a pas. Oui, il a genre un plat sur le menu. Et puis qui racontent leurs histoires. Il a énormément d'habitués qui viennent, qui racontent chacun son truc. Oui, c'est des nouvelles un peu en mode vraiment, t'arrives, c'est une nouvelle histoire. C'est ça. Voilà. Et c'est très très mignon, très très doux, et t'apprends des trucs sur la cuisine japonaise. Ah oui, alors ça, je t'avoue que à la fin, les petits tips sur la recette, vous voulez faire ça? Avec jeu exceptionnel. Donc en version Pokémon, moi je dis pas non. Voilà. On passe à la suite? Allez. Oui. Bon, c'est bad news. Hein, moins drôle. Alors, il n'y a pas de licenciement, je vous rassure. Non. Ça parle de Beyond Good and Evil 2. Est-ce que tu veux nous en parler, Mage? Alors, je peux t'en parler si tu veux, bien entendu. Est-ce que avant toute chose, tu as déjà entendu parler de Beyond Good Evil 2? Parce que ça fait un petit moment qu'il est un peu tease. Tu veux que je te donne un fact rigolo? Vas-y, donne-moi un fact rigolo. L'annonce de son développement, ça a duré la moitié de ma vie. C'est terrible. C'est terrible. Alors, on a eu une annonce autour de ce jeu, une énième, un coup on croit mort, un coup on sait pas, un coup personne n'en parle. Nous, en tout cas, on a nos sources poseurs de cuisine. Ça, oui, c'est sûr. C'est vrai. Qui du coup sont toujours validés par ce genre de news. Mais on a appris bien que l'équipe directrice, et en particulier le directeur, avait disparu depuis plusieurs mois visiblement et aurait été remercié par Ubisoft. Alors quand on dit remercier, ça veut dire... Alors oui, parce qu'en fait on va rebondir... Ils n'ont pas juste dit merci. Voilà, ils n'ont pas dit merci on va rebondir parce que très Ubisoft, très grosse société, on va juste dire qu'il est parti. Malheureusement, on l'a appris, il n'est pas parti. Non, pas tout seul. Appris. Alors moi je l'ai appris grâce à Gotoz qui est un ancien journaliste de Gamecult, du coup c'est toi qui me l'avais oui c'est ça, et qui fait son podcast d'actualité aussi, et qui fait ses bien. Streams Twitch, allez le voir. Qui lui a fait une enquête sur le sujet, qui a confirmé, parce qu'il est rentré en contact avec des anciens développeurs de Ubisoft Montpellier, du coup, c'est tout là où ça se passe. Pratique d'être journaliste. Voilà, c'est ouf. Mais qui lui nous confirme, demi-mot, que non, il n'a pas été remercié, non, il n'a pas été renvoyé parce qu'il ne venait pas depuis janvier, comme l'a dit le communiqué. Alors, il a été remercié parce que dans ce studio, il y aurait beaucoup de problèmes d'agissements très ubistophiens, on entend il y a 2-3 ans, finissant par East et finissant par Phobe. Des problèmes assez graves, pour ne pas dire catastrophiques, qui ont attiré l'inspection du travail. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais juste sachez que ça a attiré l'inspection du travail, qui a quand même... Ça aussi, c'est un des pires mots.
qui est de quoi, inspection du travail. Ouais. Alors moi, je dirais plutôt, c'est très bien qu'ils fassent leur travail, qu'ils se rendent compte quand même qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a quand même énormément de départs, énormément d'arrêts maladie. Hein, visiblement, beaucoup de gens tombent malades très longtemps et très souvent à Ubisoft Montpellier, en particulier autour de ce projet. Donc c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe, que ce soit pour le studio, que ce soit pour le jeu, et que surtout une catastrophe pour les employés qui, encore une fois, doivent subir les fresques. Je me doute que plus le jeu prend du temps à se développer, et plus c'est des problèmes qui ont tendance à s'empirer. Parce que les gens commencent à être démotivés, à ne plus en voir le bout, tu vois. Oui. Et plus ça passe, et plus ce genre de choses, ça doit cristalliser énormément des pires problèmes de l'humanité, tu vois. Ouais, non mais c'est vraiment, c'est un trou. Et ça n'attire que les problèmes. Et malheureusement, vu que c'est Ubisoft, donc encore pire, ça attire certains problèmes bien spécifiques qui, visiblement, Ubisoft n'apprend pas. Ubisoft n'apprend pas, et c'est catastrophique. Moi, ça me brise, parce que c'est un broyeur de développeurs, ce truc. Il y a des turnovers, ça brise des gens doués, capables de faire des super jeux, on l'a vu. Hein, dès que les gens partent d'Ubisoft, étrangement, il y a des bons jeux qui en sortent. Je me pose la question si, en fait, c'est pas... Est-ce que Ubisoft Montpellier, c'est pas le dernier représentant de l'Ubisoft d'avant, et que c'est justement le studio qui est pris dans le broyeur de la formalisation d'Ubisoft? Ça me surprendrait pas. C'est vrai qu'il y a un petit côté old school autour de Ubisoft Montpellier. Du problème, c'est que ça attire visiblement les problèmes old school d'Ubisoft, hein, parce que ça, c'est des propos qu'on avait vus. Ubisoft, c'était Assassin's Creed Origins. C'était des trucs qui avaient déjà été soulevés, qui avaient déjà été annoncés qu'ils allaient s'en occuper. C'est pour ça que Michel Ancel s'est barré du projet, d'ailleurs, parce qu'il commençait à devenir problématique lui-même, quoi. Oui, c'est ça. Mais moi, ça me détruit, parce que déjà, ce jeu, je l'attendais, même si j'avais pas joué au premier, ne serait-ce que le trailer, ça m'avait donné envie, mais surtout parce que c'est devenu un... Moi, j'ai fait le 1 à l'époque. C'est devenu un catalyseur, c'est devenu un truc qui vraiment anéantit des gens. Et Ubisoft ne réagit pas. Et moi, ça me casse les couilles, parce que, en fait, avec le recul, j'y pense, mais j'adore Ubisoft. J'adore Ubisoft. Pour moi, c'était les meilleurs à une époque. Et c'était eux qui faisaient ce qu'il fallait pour diriger certaines branches du jeu vidéo et certaines nouveautés. Et aujourd'hui, ce n'est plus rien. Je suis désolé, Ubisoft, c'est que des merdes sur des merdes et des problèmes de genre. Et en plus, ils anéantissent des petits développeurs, des nouveaux là, qui sont trop contents d'y aller, ou des anciens, et qui se barrent. Et après, ils font des Stray. Stray qui est très bien. Voilà, si vous n'avez pas joué à Stray, jouez à Stray. Je crois que c'était Ubisoft Montpellier. C'était les anciens d'Ubisoft Montpellier, je crois. Non, mais la plupart des bons gros jeux indépendants français que vous voyez débarquer, c'est des anciens d'Ubisoft en général. Non, mais voilà. Il y a Tinikin aussi. Je veux dire, il y a un moment où... Dès qu'il y a des anciens d'Ubisoft qui se sont barrés, il y a des jeux exceptionnels qui en sortent, et c'est assez parlant. C'est une fuite de cerveau, littéralement. Oui. Hein. Et c'est dommage que si Ubisoft arrivait à se tenir, si Ubisoft arrivait à tenir ses promesses et arrivait à dégager tout à lâcher du lest aussi, sur l'aspect créatif. Comme l'a fait finalement avec, comment ça s'appelle, avec Hi-Fi Rush. La méthode Hi-Fi Rush, en mode faites ce que vous voulez, faites un petit, entre guillemets, petit jeu. Parce que j'ai l'impression qu'ils essayent de rester sur une ligne on fait que des AAA, quadruple A. Maintenant. C'est stupide. C'est stupide, ça ne marche pas, il n'y arrive pas. Et le pire, c'est que... Même Electronic Arts a son label indépendant, de trucs originaux. C'est le label EA Originals, dans lequel vous retrouvez Wild Arts, qui n'est pas un petit indé, mais dans lequel vous retrouvez des petits jeux, des petites productions, des tentatives. Enfin, Electronic Arts, cette année, c'est quand même Wild Arts et reprendre en main Dead Space. Ce qui est très bien. Et c'est Electronic Arts, putain, quoi. Quand Electronic Arts commence à montrer, entre guillemets, un peu l'exemple, c'est que c'est grave. Hein. Même Activision a eu sa petite période. Certes, ils voulaient du pognon derrière, mais enfin, je veux dire, Activision, ils ont ressorti court sur coup Crash Bandicoot et Spyro, tu vois. Même Activision. Non, mais moi vraiment, je te jure que j'y ai pensé quand je lisais les trucs, j'ai dit ça me brise le cœur pour Ubisoft. Hein, là, ils sont dans la panade avec leur remake de Prince of Persia. Ils sont dans la panade avec Beyond Good and Evil 2. Tous les jeux de l'âge d'or entre guillemets d'Ubisoft sont tombés. C'est des trucs qui non, nous on veut faire du triple A. Non, mais par contre en filigrane, tu vois, ils t'annoncent qu'il y a 4 jeux Assassin's Creed non annoncés. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Voilà. Ça fait, j'aime bien Assassin's Creed, j'y joue, mais je veux dire, il y a un moment où un free-to-play, un jeu axé sur l'aventure, un jeu axé sur le multijoueur. Ouais, mais ils pourraient faire tellement mieux. Et genre vraiment, puis ne serait-ce que dégager les anciens, les fameux Toxic Boys qui sont détruisent pour moi de l'intérieur Ubisoft depuis longtemps. Bref. C'est un débat infini. Hein. On pourrait faire une vidéo de la toxicité d'Ubisoft. Ouais. SVP arrêté.
en titre. Et voilà. Bon, voilà. La chute d'Ubisoft. La chute d'Ubisoft. Ce serait pas une mauvaise vidéo parce que je suis sûr qu'on pourrait trouver d'anciens développeurs qui seraient très prompts à échanger un peu sur leur expérience. C'est noté. Mais voilà. Bon, vous l'avez vu, on n'est pas prêt d'avoir Beyond Good et Evil 2. J'espère que ça va aller mieux. J'espère que Ubisoft la direction va s'occuper un peu de ce qu'ils sont censés s'occuper et mettre quelqu'un de bien à la tête de ce projet et s'occuper aussi des développeurs qui ont souffert visiblement de tout ça pendant très longtemps. Voilà. Courage. Si vous êtes développeur chez Ubisoft, courage. Vous avez notre amour et nos bisous de loin. Oui, ou alors faites des studios indépendants. Faites des studios indépendants. Lancez-vous. Apparemment, le pattern, c'est surtout de faire des bangers quand on sort de. Si vous avez des doutes, donc lancez-vous. Pitié, lancez-vous, sortez-nous des bangers, parce que moi j'attends que ça. On passe à la suite ? Oui. La suite, c'est toujours pas très marrant non plus. Et là, Elena, désolé, apparemment Forspoken n'a pas été extrêmement bien reçu en termes de réception publique et réception critique pas incroyable. Luminous Production va se faire absorber par Square Enix. Il y a apparemment pas de licenciement, mais la structure Luminous Production qui avait été créée en fait pour s'occuper du moteur maison Luminous Engine, qui s'était occupé de Final Fantasy XV, qui s'était occupé des démos techniques que vous aviez vues sur le Luminous Engine, et qui avait donc récemment fait Forspoken. Et à cause de tout ça, c'est une structure qui va disparaître et qui va se retrouver restructurée et diluée dans les différentes équipes principales de Square Enix, toujours présente. Donc bon. Oui, globalement, les messages officiels qui ont été publiés, tout le monde reste positif, tourné vers l'avenir, etc. Nanani nanana, tout va bien se passer. En plus, il y a du nouveau contenu qui va arriver pour Forspoken cet été, tout ça. Donc, ça va, mais bon, qu'est-ce que ça dit globalement ? Bon, c'est la fin d'un nouveau studio. Voilà. Une nouvelle fin d'un studio, mais même s'ils disent que... Ouais, enfin, on est sur le typical studio qui tente un truc et qui vient de se faire taper sur la tête instant. Alors qu'il y a aucune... Enfin, je suis désolé, mais il n'y a aucune raison. Ils ont fait leur truc, donc, ça a marché à leur échelle. J'espère que tous ceux qui ont chié sur le jeu parce qu'on joue une femme, vous êtes fiers. Vous êtes fiers de vous. Vous avez fermé un studio. Bravo, clap, après, clap. Je pense à vous. Sous-jacent, il y a d'autres trucs. Oui. Je vais pas non plus. C'est pas la faute des gens, mais bon, évidemment, je pense que de toute manière, même s'il y a débat autour de Forspoken, la mayonnaise n'a visiblement pas pris quoi qu'il advienne, et ça reste problématique à l'essai d'un studio quand t'as un département Luminous Production qui se veut fleuron technologique chez Square Enix. Je rappelle, FF15, Luminous Engine, etc. C'est l'aboutissement. Enfin, je veux dire, Luminous Engine, il y en a eu des problèmes avec ce truc-là. C'est à cause de lui qu'il y avait des retards sur FF15. FF15 n'a pas été. Ils n'étaient pas tout blancs. Voilà. Donc, bon. Écoutez, peut-être qu'on peut le voir comme une forme de tabula rasa. Il y a des personnes de toute manière à l'intérieur qui sont compétentes et qui ne partent pas, qui restent dans Square Enix. J'espère juste qu'ils vont leur donner une chance pour autre chose. Je pense, cela dit, que ce que ça signifie, c'est bon, nous, Square Enix, prenons acte de nos tentatives depuis 15 ans de faire de l'open world, nous n'y arrivons pas. On laisse tomber. Si on peut vraiment retenir quelque chose de positif à tout ça, oui. Mais ça reste dommage parce que moi, j'y vois vraiment, encore une fois, vas-y, on arrête notre tentative de trucs. Parce que Forspoken, finalement, c'était une tentative de nouveau nom, quoi. C'est dommage. Oui, c'est ça. Je trouve que les gens ont été durs avec. Les gens ont été durs. Ça, c'est un fait. Il y a eu, les gens ont été très très durs avec Forspoken et je rejoins tout à fait Elena sur ce point-là. Ah, mais moi je peux continuer, mais je vais pas le faire. Ouais. Elle a des termes à dire là, mais je crois qu'on n'a pas le temps. C'est dommage, mais bon, si ça peut vous rassurer, c'est pas licencié, et puis ça se retrouve en interne. C'est juste, je pense, après, personnellement, je pense si Square Enix veut jouer un coup en mode pas suivre la tendance à l'open, si vous n'arrivez pas à faire l'open world, c'est pas grave. De toute manière, les open world commencent à tous se ressembler les uns des autres quand ils commencent à sortir. Et vous n'avez jamais réussi à faire un open world standard entre guillemets. Maintenant la hype elle se tourne vers des open world à la Elden Ring ou à la Zelda. Ça voudrait dire réengager de l'argent et du développement là-dessus. Moi je pense que Square Enix a tout à gagner, a plutôt singé le modèle de PlayStation Studios et d'embrasser les jeux narratifs écrits avec un gros storytelling derrière, ce qui n'empêche pas derrière de faire des petites souplesses sur la narration, quoi. Non, mais je suis d'accord. Du coup, c'est un mal pour un bien pour un mal, je sais pas, mais ça reste dommage parce que la manière dont ça a été fait, c'est pas le plus nice. Pour moi, le problème dans cette histoire, c'est que la fermeture du studio vient suite
à cet énorme buzz du jeu de Forspoken qui se fait lancer pour rien, qui évoque énormément de problèmes de sexisme dans la communauté jeux vidéo. C'est terrible. Je suis d'accord. Après, est-ce que c'était pas, comment dire, un prétexte pour finalement asseoir ce qui quelque part était déjà dans les bacs? Parce que, non, mais tu veux fermer le studio, tu le fais, tu veux les ramener ailleurs, tu le fais, mais tu réfléchis, tu le fais pas suite à un drama comme ça qui littéralement, là ça sous-entend, les gens n'étaient pas contents, les gens ont dit femme personnage, les gens qui traitent le jeu de woke, etc. Qu'est-ce qui se passe? On ferme le studio. Donc il y a les deux du coup dans les qui se mettent en lien et ça c'est problématique. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Elena. Ça reste dommage. Ils auraient dû nuancer, peut-être faire une annonce un peu plus claire sur c'est pas forcément lié. C'est vrai que là, effectivement, ça sonne très. Ah ouais, d'accord. Eh ben vas-y. Ça amène un message extrêmement négatif. Après, faut pas le traduire forcément comme ça. Ça rentre aussi effectivement dans cette ambiance globale aujourd'hui où tu sais plus vraiment sur quel pied danser. Et où peu importe la posture que tu vas avoir sur Internet, tu vas finir par te faire défoncer par l'un ou par l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas du tout. Je droite suis pas ou gauche, en train de faire des références à la sauce que je me suis prise. Mais oui, écoute, on y revient. Mais... on y revient souvent. Mais ouais, c'est compliqué. Faudrait doser un petit peu si on veut que ça se passe plus sereinement à l'avenir. Ou alors, à minima, que des studios qui prennent des décisions ou qui prennent des postures, les assument jusqu'au bout, quoi. Oui, voilà. Du coup, c'est bien. Enfin, c'est pas bien pour eux. Non. Ils sont pas été licenciés parce que je n'ai rien dit. C'est pas moi qui ai annoncé, donc ils n'ont pas été licenciés. Non, mais je pense qu'ils vont faire énormément de bonnes choses, j'espère, à l'intérieur de Square Enix, qui vont peut-être pouvoir se recentrer sur des projets qui leur réussissent mieux, peut-être. Tant que Yoshipi est là, je n'ai aucune crainte. Ils vont aller danser avec des musiques de Final Fantasy. Exactement. On enchaîne la dernière news. La dernière news a un petit lien avec Square Enix, mais vite. Encore? Oui, mais pas trop, parce qu'en fait, c'est Hironobu Sakaguchi qui parle, qui est un ancien de... Enfin, c'est le monsieur Final Fantasy des origines. Mister Final Fantasy. C'est papa Final Fantasy. D'accord. Et qui avait quitté, du coup, Square Enix pour fonder Mistwalker, qui, depuis, ça a eu des hauts et des bas. Mistwalker, c'était Lost Odyssey, qui a eu un accueil relativement tiède, même si aujourd'hui on se rend compte que c'était un bon jeu. C'était Blue Dragon, là pour le coup c'est plus mitigé, etc. Et ça a été très compliqué pour Mistwalker jusque là, sauf depuis l'arrivée de leur projet Fantasian sur Apple Arcade, uniquement sur Apple Arcade, donc uniquement sur iPhone et sur le service Apple Arcade, qui est un RPG classique mais très beau et extrêmement bien exécuté, qui rend les fans de Final Fantasy et de Hironobu Sakaguchi terriblement envieux du modèle iPhone et du coup, enfin du modèle Apple Arcade et de ce jeu-là uniquement disponible là, qui font des pieds et des mains pour que Mistwalker porte le jeu quelque part. Et la news, Hironobu Sakaguchi reconsidère effectivement le portage de Fantasian sur PC, au moins sur PC, et pourquoi pas faire un Fantasian 2 ? Une petite suite. Donc pourquoi pas? Ça commence à être teasé, ça commence à être réfléchi. Pourquoi pas c'est arrivé là? Alors, à titre personnel, effectivement, PC, pourquoi pas? Mais vu la tendance de Nintendo à récupérer tous les succès d'Apple Arcade dans le giron de la Switch, je me dis effectivement que Fantasian sur Switch, oui, pourquoi pas. Pour celles et ceux qui auraient un iPhone, je vous invite à prendre un petit mois d'Apple Arcade, ne serait-ce que pour essayer Fantasian, parce que c'est effectivement un super jeu, un super RPG, un peu classique, c'est vrai, mais très très bien écrit, avec des super musiques dedans. Voilà. Le premier mois, il est gratuit, non? Je sais pas du tout, là je veux pas m'avancer, j'en ai aucune idée. On sait pas. Oh, je sais pas. Voilà, c'était la dernière actu un peu mignonne, un peu gentille. Oui, il fallait bien un peu de sucre. Un peu de sucre. Bonne nouvelle pour les fans de JRPG. Merci d'avoir été présent sur ces Blast News jusqu'au bout, Elena. Merci aussi, Mage. Merci à vous d'avoir écouté. On vous retrouve à la semaine prochaine. Oui, et nous on va manger. On va aller manger, effectivement. Oh, j'ai si faim. Bon appétit à vous aussi. Salut. Ciao.